Sardaigne, ni aux Baléares. Je parle entre les îles, évidemment. Hein. Il n'y en a pas. Ça, c'est un acquis institutionnel, économique, financier, reconnu. Bon, ensuite, on rentre dans le détail. On parle des ETS par rapport à la répartition SIEG hors SIEG. Alors, premier élément, quand même à rappeler, avant, il n'y avait pas de répartition SIEG hors SIEG. Hein. Sur les navires, ils étaient affectés et payés di Dampilandani, SIEG ou hors SIEG. Hein, je me rappelle encore, je rappelle un peu toujours cet élément, parce que c'était quand même assez gros, quand la dotation de continuité payait les salaires entre Marseille et le Maghreb de Feu SNCM, sans que personne n'y trouve à redire, ni ici ni à l'État. Hein. Bon, je le dis parce que c'était la réalité des comptes. Quand on parle de réalité des comptes, c'était la réalité des comptes. Donc aujourd'hui, vous avez une répartition SIEG hors SIEG qui a été reconnue par l'État et l'Union européenne. Donc je veux bien que l'on parle de la mixité, et je veux venir un mot sur la mixité. C'est important, parce que ça a été évoqué. Là aussi, je voudrais quand même tordre le cou pour montrer qu'il y a une difficulté, même s'il faut aller dans l'évolution, il y a quand même une difficulté qui est collective. Le SIEG hors SIEG reconnu par l'État et l'Union européenne. Le 15% évoqué, il faut quand même le rappeler, parce que je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, c'est le 15% de contribution de la compagnie sur le ETS sur le SIEG, c'est vrai que sur le hors SIEG, elle assume tout. Donc c'est-à-dire que sur le surcoût d'ensemble des ETS, elle a une part qui englobe son 15% SIEG et son hors SIEG qu'elle assume. Donc il y a une répartition. Je ne rejoins pas évidemment l'analyse de la crainte juridique, parce que nous avons des écrits de l'État et une sécurisation juridique sur la base de l'article 11.4, une répartition SIEG hors SIEG reconnue par l'État et l'Union européenne. Nous avons des échanges en conseil, nous avons des écrits de la préfecture. Donc ceux qui voudront aller devant les tribunaux iront devant les tribunaux. Nous estimons que nous avons suffisamment, en audit interne, en audit externe, en écrit préfectoral, de sécurisation juridique pour assumer cette compensation transitoire. Et nous estimons qu'il est, en l'état du combat institutionnel et politique, et je vais quand même parler, parce qu'on parle des ETS, ce sont des acronymes, on voit toujours un technicisme. Mais c'est un sujet politique. C'est un sujet d'adaptation, de souveraineté décisionnelle, ou pas. C'est l'application de normes externes qui s'imposent à une île comme la Corse. Et notre façon de combattre ça ou de revendiquer autre chose pour permettre d'avoir quelque chose qui convienne à ce que nous sommes. À la fois pour arriver à la décarbonation et dans le court terme, très 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 court terme, parce qu'on oublie de le citer, d'éviter que les conséquences économiques et sociales soient trop grandes à l'heure où on parle, puisque les prix ont augmenté. Et les jours filent sur le port d'achat des Corses, sur les entreprises à l'export, etc. Donc on est dans cet exercice-là, donc oui, nous assumons ces compensations avec l'obligation de moyens juridiques qu'on s'est dotés pour permettre de la mixité. J'entends qu'il faudrait réformer, on a débordé des ETS pour arriver à dire qu'il faut d'autres navires, etc. Premier élément, les contrats de délégation de service public sont surtout la genèse d'étapes. Et je vous rappelle quand même qu'avant un contrat de délégation de service public, il y a des tests marchés sur le besoin. Parce que ce qui compte de la continuité territoriale, c'est d'évaluer le besoin et que ce besoin soit objectivé par la Corse, par l'Assemblée délibérante, par l'économie corse. Et donc là, on parle de maritime, on parle de besoins en fret, essentiellement, mais aussi reconnu par l'État-Union comme un périmètre légitime par rapport à l'atténuation de l'insularité et des contraintes et des ruptures potentielles pour la population, pour les gens qui vivent ou pour les entreprises. Quand on fait des tests marchés sur le maritime, préalable à une nouvelle discussion de délégation de service public, comme on le fait sur l'aérien, ça ne répond pas aux besoins évoqués. Vous n'avez pas d'opérateur privé avec des bateaux que vous voulez, fussent-ils non mixtes, puisqu'on paraît-il que on peut le faire sans mixité, qui répondent aujourd'hui pour permettre de satisfaire les besoins des Corses. C'est ça la réalité. La réalité objective, c'est celle-là. Et à chaque délégation de service public, il y a toujours test marché, avec un envoi à beaucoup de compagnies. On répond de manière biaisée, à côté, non satisfaisante, mais on ne répond pas aux besoins du périmètre. Jamais. Jamais. C'est pour ça d'ailleurs que l'on arrive à gagner devant les tribunaux ensuite quand on est attaqué. Donc c'est bien sûr, on arrive à la mixité. La mixité entre des recettes commerciales qui doivent équilibrer un service public, avec des activités libres hors Corse d'ailleurs, pour certaines d'entre elles, Corse passagers, pour permettre d'assumer des opérateurs qui sont capables, dans un contrat, d'assumer un service qui est d'abord le service qui doit être calibré pour l'intérêt économique et social des Corses. Donc on arrive à cette conséquence-là. Moi, je veux bien que l'on tire des plans sur la comète,
Mais pour l'instant, c'est ça qui se passe. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des travaux d'anticipation qui sont menés. Je vous rappelle quand même qu'on a lancé des assises où il y a eu beaucoup d'acteurs qui sont venus, les syndicats de travailleurs qui participent sur la question des ETS, sur la question évidemment de l'évolution du modèle, les compagnies délégataires, d'autres compagnies sont venues aussi, parce que je rappelle quand même que la question des ETS touche aussi d'autres compagnies, et vous ne verrez pas plus sur des compagnies privées, dont je ne citerai pas le nom, de mouvements de rénovation de flotte et de décarbonation en l'état du système. Hein. Vous n'en verrez pas. Vous n'aurez pas de renouvellement de flotte. Donc ça veut dire que le problème il est bien politique. Il ne se pose pas que sur la délégation de service public, hein, ou c'est le copanneur que l'on renchérirait d'argent. Hein. Il est global le problème. Hein. Je mets au défi de voir une compagnie privée qui rénove sa flotte en l'état de la fiscalité carbone appliquée. On a les chiffres. Je ne vais pas les citer, mais on les a les chiffres de ces compagnies-là, en dizaines de millions d'euros sur l'ensemble de leurs lignes. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut situer l'enjeu là où il est. Donc oui, il faut réfléchir à un modèle qui évolue. Nous avons notre doctrine en la matière qui est à la fois d'aller vers plus de souveraineté décisionnelle, et nous l'assumons en la matière, et les compagnies le savent, notamment sur la question de l'outil naval. Mais une souveraineté qui est guidée par un gagnant économique et social environnemental, c'est-à-dire qu'on ne va pas aller à la souveraineté décisionnelle pour se faire plaisir de manière tautologique ou dogmatique, on va y aller parce qu'il y aura un gain économique et social pour la Corse. Sinon, on n'ira pas. Mais pourtant, ces travaux sont menés. Il y a des mobilisations courtes, les syndicats y travaillent, des acteurs viennent dans les réunions. Et sur les ETS, tout le monde est d'accord. Les acteurs entrepreneuriaux, la grande distribution, les transporteurs routiers, les syndicats de travailleurs qui comprennent que ça impacte, tout le monde est d'accord pour dire qu'il est anormal, pour revenir à ce qu'a dit à Sainte-Vagne, qu'on nous applique une règle qui est inadaptée à ce que nous sommes et qui va faire en sorte que l'on va être entre le marteau et l'enclume. La Corse va être entre le marteau et l'enclume. Donc à un moment donné, il faut situer l'enjeu là où il est. Sur l'anticipation, c'était prévu, on aurait pu, mais qui aurait pu? Alors, ce n'était pas prévu, non, parce que le mode de calcul n'était pas prévu, et un contrat de délégation de service public, et c'est un peu une injonction contradictoire avec la demande de transparence, ne se fait pas au doigt mouillé. Quand on ne connaît pas les sommes qui sont demandées au début du contrat, on n'inscrit pas des sommes, que ce soit pour les compagnies ou pour le contrat, sur une fiscalité éventuelle. On traduit des sommes, parce qu'on nous demande la même chose pour les autres charges d'exploitation, sur les carburants précises, prévisionnelles, réalisées, confrontation. Ce n'est pas au doigt mouillé. Donc lorsqu'en 2022, il n'y a pas de calcul, parce qu'il n'y en avait pas, du montant, on n'inscrit pas le montant, ni au contrat, d'abord parce que la DCT n'est pas là pour pallier des fiscalités, sinon pourquoi pas pallier les fiscalités de l'État aussi quand elles augmentent alors, hein, et puis allons-y, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc il faut des choses précises. Et entre-temps, on a eu des dérogations qui sont intervenues, comme l'a expliqué la présidente, où les îles grecques ont été exemptées. Donc, à un moment donné, il faut quand même situer ça dans un enjeu qui est un enjeu très politique, très fiscal, très institutionnel, et qui demande une mobilisation. Alors, bien sûr qu'il faut faire évoluer les questions des contrats d'élection de service public dans l'écosystème ambiant et en fonction des règles existantes. C'est une matière toujours évolutive, dans l'aérien comme dans le maritime. Je voudrais quand même rappeler que lorsqu'on parle d'indexation, de dotation de continuité, d'augmentation de charges, parce qu'on parle de maritime, on oublie l'aérien dans cet hémicycle, quand on parle de l'indexation. On oublie l'aérien. On parlait comme si c'était le maritime qui indexait beaucoup. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Donc là, je pense qu'il y a un prisme lié au débat d'aujourd'hui qui n'est pas le bon. Je vous invite au compte, je vous invite au volume, je vous invite aux charges d'exploitation, aux charges de carburant, aux charges d'amortissement. Donc, je dis ça parce que le débat sur l'aérien va venir à la rentrée. Et oui, nous sommes là pour dire que sur charge, il faut indexer la dotation de continuité au regard du besoin qui est celui des Corses d'avoir des vols, d'avoir des bateaux pour le fret et pour le passager, et d'avoir des tarifs résidents maintenus. Maintenus. On en parlera, on en discutera, et vous verrez le rapport qu'il y a entre aérien et maritime. Donc ça, ce sont des éléments quand même qu'il faut voir en dynamique. Est-ce qu'on sera en mesure, petit clin d'œil à Jean-Christophe Angéli, si on était autonome, d'avoir une DCT indexée? Moi, je pense que oui. Hein. D'ailleurs, je m'en étais livré quand on parlait d'indexer sur la TVA et sur les volumes de TVA. Oui, et peut-être même qu'indexer sur la TVA perçue en taux de croissance réel de la TVA d'aujourd'hui
et en volume de fongibilité, avec une liberté plus grande, peut-être on serait beaucoup plus agile sur la façon d'assurer la continuité territoriale ou d'autres continuités territoriales. Voilà. Élément important de précision, en même temps que l'on parle de cela, puisque ça a été évoqué, ça ne nous empêche pas de ne pas travailler avec les Sardes, les Toscans et les Ligures sur le groupement européen de coopération territoriale, puisqu'on a déposé un projet constitutif du GECT le 23 juillet dernier avec nos partenaires pour financer ces GECT. Donc on aura la réponse bientôt dans l'Interreg et on aura une session certainement à l'automne dédiée au groupement européen de coopération et aux lignes transfrontalières et maritimes qui fait l'objet d'un échange dense avec la région Ligure, avec la région Toscane et la région Sardaigne en temps masqué depuis des semaines, d'un point de vue juridique, d'un point de vue aussi de la stratégie des lignes aériennes et maritimes d'ouverture et des possibilités juridiques à faire fonder une continuité territoriale transfrontalière et à faire reconnaître là aussi par l'Union européenne. Donc, merci à ceux qui ont rappelé, je pense à Hyacinthe, ce qu'était l'histoire de la dotation, les combats et le degré de maîtrise qu'on a obtenu aujourd'hui, sur le fait de pallier ou de compenser, pour reprendre... moi, je pose ce sujet-là comme un acte de souveraineté, Josépha. Je veux dire, dès le 2 avril 25, on en a parlé, on a regroupé les acteurs dans des assises qui étaient des assises mobilisatrices, où on a une convergence, y compris tous les syndicats de travailleurs, qui est convergence assez forte en la matière, où tout le monde a bien compris que c'est un sujet politique. Je rappelle quand même qu'il y a un mouvement de grève qui s'est arrêté par l'intervention avec l'Office des Transports parce qu'il y a une confiance entre l'Office des Transports et les acteurs. Parce que nous avons aussi des compagnies délégataires qui, elles-mêmes, et notamment les employés, qui vivent mal le low cost entre Sète et le Maghreb, mais nous avons aussi des opérateurs aujourd'hui qui ont besoin de cette activité libre qui ne concerne pas la Corse pour pouvoir assumer la continuité territoriale. C'est une réalité objective aujourd'hui, que ce soit Corsica-Linea ou la Méridionale, et en particulier Corsica-Linea sur la question du port de Sète. Certes, ce n'est pas la continuité territoriale entre la Corse et Marseille, mais ce sont des opérateurs liés. Et c'est bien la preuve qu'ils ne font pas de bénéfices sur la DSP, puisqu'ils ont besoin d'autres résultats par ailleurs pour assumer leur activité économique. Ça, c'est une réalité d'aujourd'hui. Qu'il faille la prendre en compte pour faire évoluer le système demain, c'est une réalité, mais c'est la réalité d'aujourd'hui. Donc, ce sont des acteurs qui sont sensibilisés aux demandes politiques. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il vous est demandé, évidemment, de valider 24 et 25, de bien entendre aussi que sur 26, nous sommes prêts pour la compensation, mais surtout, nous sommes en demande politique, avec le Conseil exécutif et la présidente, à ce que l'État, sur notre demande, puisque notre lobbying, il est là, il est institutionnel, nous n'avons pas d'autonomie constitutionnelle qui nous donne un droit de lobbying supérieur vis-à-vis de la Commission européenne, donc c'est bien un acte de souveraineté que l'on fait là, Josépha. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la question du fléchage des sommes des quotas payants sur un système de la fiscalité carbone, c'est une demande d'avancée institutionnelle forte, d'autonomisation économique et sociale qui est absolument indispensable, parce que sinon nous serons pris, les Corses, les entreprises, le pouvoir d'achat des Corses, entre le marteau et l'enclume. Donc en ce qui nous concerne, nous allons revenir à la charge, comme nous l'avons fait, au Val d'Aoste, en étant liés à la Sardaigne pour ce faire. Nous espérons que l'ensemble des acteurs le feront avec nous et dès demain, donc, nous reprendrons langue avec le collectif socio-économique et les syndicats de travailleurs sur cette question, parce qu'il faut absolument, effectivement, que le droit européen et la directive soient adaptés et en exemption transitoire et en fléchage à ce que nous représentons et à l'intérêt général de la Corse. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président de l'Office des Transports. Donc, je vais mettre au vote, même s'il y a eu un débat conjoint, successivement chacun des rapports. Concernant donc le 173 pour la prise en charge des surcoûts ETS qui ont une incidence sur les délégations de services publics relatives à l'exploitation de transport maritime de marchandises et de passagers conclus avec la compagnie Corsica Linea, qui est contre? Qui s'abstient? Donc, abstention, un sauf, abstention Corinne Front et abstention Awansem. Qui ne participe pas? Josépha Jacomet, il ne participe pas. Qui est pour? Et Julia, pardon. Julia Tibir, qui est pour tous les autres. Bien, donc le rapport est adopté à la majorité. Concernant maintenant, je ne relis pas tout,
le même contrat et le même engagement de la collectivité, mais avec la compagnie La Méridionale. Qui est contre? Qui s'abstient? On sauve, oui, abstention? D'accord. Donc, abstention, on sauve, corre fronte et avancem, ou qui ne participe pas? Josepha et Julia, qui est pour. Donc, tous les autres, le rapport est adopté à la majorité absolue. Merci. Donc, nous passons maintenant au rapport, je pense qu'il va être présenté par le président et de l'exécutif et de l'ADEC sur le programme de soutien Resilienza Territorio e Ingegneria Finanziaria, soutien donc à l'économie corse. Vous avez la parole, Monsieur le Président. Merci, Madame la Présidente. Donc, un rapport, d'ailleurs, qui, je crois, poursuit quelque part déjà le rapport précédent, la question, bien sûr, de la décarbonation, mais plus généralement la question du coût de transport et de l'impact qu'il a aujourd'hui sur la compétitivité de nos entreprises et bien sûr sur la cherté de la vie et sur le pouvoir d'achat des Corses. Ça a été rappelé fort justement aussi par Hyacinthe Vanni tout à l'heure. Et on est aussi dans ce constat-là, double constat. Le premier constat, c'est celui de notre économie. Une économie, on le sait tous et on l'a abordé, y compris hier, peu diversifiée. Une économie de dépendance, dépendante d'une monoactivité, l'activité touristique, l'industrie du tourisme, et dépendante aussi donc de l'extérieur, et donc une économie aussi peu productive et peu créatrice de valeur. Ça, c'est le constat. Je crois qu'il est aussi aujourd'hui partagé, y compris largement au sein de cette Assemblée. Mais à ce constat, il faut aussi rajouter une réalité, la réalité de nos entreprises. Et ça a été aussi prononcé hier. Un tissu de toutes petites entreprises, 95% à peu près du tissu entrepreneurial, ce sont des TPE. Il y a 17 000 entreprises employeurs à peu près en Corse, donc 95% de TPE qui ont su, dans ce contexte de contraintes et de surcontraintes, développer une capacité de résilience. C'est aussi un hommage qu'il faut rendre aux entrepreneurs, mais ça fait partie aussi de cette réalité-là. Mais cette capacité de résilience, elle a aussi son revers. Et le revers, c'est que accaparé par les problèmes du quotidien, accaparées par la notion de simplement, entre guillemets, de survie, ces entreprises, elles ont aussi souvent pénalisé leur capacité de développement, leur capacité d'innovation et leur capacité, y compris, d'aller chercher des marchés à l'export. Donc, à ce contexte-là de fragilité de notre économie, de résilience de nos entreprises, s'ajoute aujourd'hui je ne dirais pas une crise généralisée de notre économie, mais une dégradation progressive de notre économie que l'on peut constater à travers un certain nombre d'indicateurs. Alors ces indicateurs, vous les connaissez tous. Le premier, c'est celui d'une activité économique qui recule de 0,7% par an. Une baisse plus marquée si on devait se comparer à la moyenne française. Et avec un facteur de dégradation, là aussi nous l'avons abordé, principalement dans un certain nombre de filières, dans le secteur de la construction, et on le sait puisque c'est aussi au cours des débats que l'on a régulièrement. Un indicateur d'emploi qui recule, le taux d'activité d'emploi recule de 0,3% sur un an, le taux de chômage, lui, progresse de 0,5% pour atteindre 6,8%. Alors là aussi, si on se compare à la moyenne nationale française, on est en dessous, mais on voit bien qu'on est dans une trajectoire d'augmentation qui peut paraître préoccupante. Et enfin, je l'ai entendu hier aussi, je crois que c'était de la bouche de Jean-Christophe Angeline, il y a un nombre de défaillances d'entreprises qui est croissant, qui est à peu près de plus de 10%, notamment sur le premier semestre 2026. Donc ça, ce sont des indicateurs qui nous disent aussi qu'on est sur une trajectoire, en tout cas, régressive. Donc, constat d'une économie fragile et en plus qui est en train d'être dans une logique de ralentissement d'activité, et aussi constat d'une collectivité de Corse
qui, au moins depuis l'arrivée des nationalistes au pouvoir, a déployé un certain nombre d'outils de soutien à l'économie et au tissu entrepreneurial, avec des choix politiques forts. Le premier choix, d'accompagner les entreprises, je crois que c'est important de le dire, de les accompagner pas simplement en termes de soutien financier, mais aussi de les accompagner plus globalement dans leur stratégie de développement, même si ce sujet-là, moi, je considère qu'il reste encore à améliorer au sein de l'Agence de développement économique, mais un soutien fort en termes, en tout cas, d'ingénierie financière. Il faut savoir que, globalement, c'est plus de 500 entreprises qui sont aidées chaque année. Plus de 1000 entreprises sont accueillies et plus de 500 entreprises sont aidées chaque année. Un deuxième niveau, c'est le soutien à l'investissement structurant et productif. Ça aussi, c'est un choix fort qui a été fait depuis 2015. L'idée de construire, même si on entend les propos d'un tissu économique peu productif, en tout cas de soutenir cette démarche de production, et ça se concrétise aussi. Nous étions avec le bureau de l'ADEC à Corte il y a une dizaine de jours pour une journée d'individualisation des aides, et nous avons affecté plus de 3,3 millions d'aides aux entreprises pour un peu plus d'une centaine d'entreprises. Et sur ces 3,3 millions, la moitié, globalement, ont été réservées à des projets d'investissement productif. Donc ce n'est pas neutre, ça montre aussi qu'il y a chez nous des initiatives et qu'on les soutient. De la même façon, soutenir le large tissu de PME, j'en ai parlé tout à l'heure, est un choix politique qui a été fait et que nous continuons d'assumer avec ambition. Et enfin, le dernier choix, favoriser l'innovation et l'export, parce qu'en Corse, on a un tissu de porteurs de projets d'innovation, notamment dans la filière du numérique et de la tech, qui est extrêmement développée et qui, en plus, il faut le signaler, est portée par de nombreux jeunes et de nombreux jeunes Corses, et que l'on doit accompagner et aider. Et c'est aussi cette filière-là, souvent le numérique et la tech, qui nous envoie aussi dans des stratégies d'export, avec bien sûr les secteurs plus traditionnels, l'agroalimentaire, la cosmétologie et d'autres. Donc, une agence de développement économique, bras armé de la collectivité de Corse, qui soutient historiquement, en tout cas, et notamment depuis l'arrivée des nationalistes aux affaires en 2015, les démarches économiques. Pour autant, et c'est l'objet de ce rapport, il y a bien sûr une nécessité de s'adapter à notre réalité et au contexte actuel. Et ce qui est souhaité à travers ce rapport, c'est de tenir compte de tenir compte de ces réalités et d'être en capacité, comme le monde de l'entreprise en général, d'être en réaction et pas dans un temps long, mais dans un temps relativement immédiat. C'est ce que nous demandent les acteurs économiques. Donc c'est ce que nous avons voulu faire à travers ce rapport sur les deux piliers d'intervention de l'Agence de développement économique. Le premier pilier, c'est celui des aides directes. Vous le savez, globalement, ce qu'on appelle les subventions. Ça représente à peu près 50%. Les aides de la collectivité de Corse, aujourd'hui, c'est à peu près 20 millions par an. 50%, ce sont des aides directes, et 50%, globalement, ce sont des aides indirectes, et j'en parlerai tout à l'heure. Sur les aides directes, parce que nous en parlions, je crois, en tout cas dans nos échanges avant session avec nos collègues de la droite, comment sont mobilisées ces aides directes ? Elles sont mobilisées, bien sûr, à travers les fonds de l'action économique qui sont alloués par la collectivité de Corse à l'ADEC. C'est la collectivité de Corse qui, lorsqu'elle vote son budget primitif, affecte à l'ensemble des agences et offices, en l'occurrence à l'ADEC sur son budget de l'action économique, un certain volume pour pouvoir déployer après un certain nombre d'aides. Cette année, par exemple en 2025, c'est un peu plus de 14 millions qui ont été affectés à l'agence pour pouvoir faire vivre ces aides. Donc c'est sur ce budget-là qu'est mobilisé le soutien aux entreprises en subvention. Et vous avez d'ailleurs dans le rapport un petit état
de ce qui a été fait en 2025 en aide directe. On vous parle de dispositifs qui vous parlent certainement crèche, Impresasi, Patinnovation, et vous avez des explications. Je ne rentrerai pas dans le détail, ce serait trop long, mais vous les avez dans le rapport. Ce qu'on vous propose, nous, c'est pour tenir compte de l'évolution, en tout cas du contexte, et de la difficulté dans laquelle se trouve un certain nombre de filières économiques, de venir rajouter à ces aides des mesures complémentaires. Alors on les a nommées, elles sont au nombre de 3 pour ce qui concerne l'adaptation au contexte et une plus en affirmation de nos choix politiques. Sur les 3, la première mesure s'appelle Résilience, la deuxième Rinascita et la terza Ribumba. Donc, pour ce qui est de résilience, il s'agit pour nous de venir aider des filières économiques qui seraient aujourd'hui en difficulté. Mais pas les aider uniquement financièrement. Oui, il y a une déclinaison financière à travers ces mesures-là. Mais de les aider, on l'a abordé hier aussi, et de les accompagner dans une stratégie d'évolution, de mutation, de transformation. C'est ça l'enjeu. C'est de dire on prend en compte aujourd'hui vos difficultés et on ne peut pas vous laisser sur le bord du chemin parce qu'il y a des risques, y compris des risques d'effondrement. Mais on vous dit aussi clairement que ce système-là, il n'a pas vocation à être pérennisé à l'infini. Vous devez changer. Et on veut vous accompagner, on vous aide, mais on vous aide surtout à changer, à muter, à vous transformer. Donc le premier dispositif Résilience, il vise par exemple, on va citer les filières, les quelques filières, il peut y en avoir d'autres, mais en tout cas les quelques filières, la construction, le bâtiment, la construction. On en a parlé hier longuement, je crois. On est dans l'exemple même d'une filière économique qui a certainement aussi connu une surcroissance ces 15 dernières années, avec un modèle économique qui était fou, il faut le dire, et donc il faut aujourd'hui nécessairement réajuster et faire évoluer. Ça a un impact sur la filière si on ne dit pas la vérité, mais aussi la vérité consiste à leur dire il faut évoluer, il y a un autre marché qui existe, qu'il faut consolider, qu'il faut construire, on doit vous y emmener, vous devez y aller, on doit le faire ensemble, et cette mesure-là, elle est aussi pour les y aider. Deuxième filière, le petit commerce de proximité. Je vais prendre l'exemple des bureaux de tabac. Vous le savez tous, on a un débat. On n'est pas là pour soutenir, nous, la vente de cigarettes. Ce n'est pas ça le sujet. Mais le sujet, c'est que sur cette filière-là, aujourd'hui, il y a une vraie difficulté et qu'on doit accompagner la difficulté, qu'on doit aussi les aider à se transformer, à se diversifier pour pouvoir survivre, pour pouvoir muter, a fortiori quand ce sont des activités qui sont des activités que l'on retrouve dans les zones de l'intérieur ou dans les zones de montagne. Troisième exemple de filière, toujours dans le même esprit, ce qu'on appelle les pompes à essence ou les vendeurs de carburant, les détaillants. On le sait, on en a parlé là aussi, il y a un modèle aujourd'hui de distributeur qui est différent en Corse de celui qu'on peut avoir en France et qui repose en grande partie sur des travailleurs indépendants, sur des entreprises indépendantes. C'est celle-ci qu'on veut aider, c'est avec celle-ci qu'on veut travailler à l'évolution, et notamment celles qui sont situées, là aussi, dans les zones de l'intérieur, les zones de montagne, parce qu'elles sont souvent un service indispensable, y compris à la vie et à l'activité dans ces zones-là. Autre secteur, celui des exploitants forestiers, même si ça relève aussi d'une logique de soutien portée par l'ODARC, il y a notamment sur ce secteur-là une vigilance accrue parce que contrairement à ce qu'on dit, on est sur une filière en souffrance, en très grande difficulté, et y compris dans les projections d'avenir, ça reste un domaine qui est relativement étroit. Donc l'existant, il faut le maintenir et on doit être à côté et aux côtés de ces filières. Et enfin, je prendrai le dernier exemple qui m'est toujours cher, celui de l'économie sociale et solidaire et surtout celui des structures d'insertion par l'activité économique qui ont aujourd'hui aussi conjoncturellement des difficultés parce que les contraintes budgétaires de l'État, parce qu'on est aussi sur une compétence partagée, en tout cas celle de l'État, les contraintes budgétaires font que les aides et les soutiens sont en grande diminution et qu'on ne peut pas là aussi se contenter de le remarquer. Il faut aussi réfléchir à l'accompagnement de ces structures, notamment là aussi parce qu'elles maillent le territoire, les zones rurales de manière très forte. Elles sont souvent aussi les dernières activités
économique, sociale et de cohésion sociale dans nos territoires. Voilà, je vous ai cité sur ce dispositif résilience l'esprit qui était soutien à des filières. La deuxième mesure, c'est la mesure Rinascita. Alors, sur la mesure Rinascita, on est sur quelque chose de différent. Là, nous sommes sur une mesure qui vise à soutenir des entreprises qui n'avaient pas forcément des difficultés économiques ou des problèmes d'activité, mais qui ont connu un choc, un sinistre, pour être très clair. Ça peut être un sinistre, bien sûr, de catastrophe naturelle, mais chez nous aussi, on va le dire clairement, c'est surtout, en tout cas, ça a été pensé surtout parce qu'on a eu de grands débats, y compris issus de la commission anti-mafia, des débats sur le soutien aux entreprises victimes d'actes criminels. Donc on a voulu consacrer dans cette mesure la possibilité de venir soutenir ces entreprises parce que nous considérons qu'on doit être à leur côté et que c'est à la fois une mesure éthique, morale et de soutien économique parce que face au choc justement qu'ont pu ressentir ces entrepreneurs, il ne faut pas venir rajouter un choc économique et une disparition d'activités qui souvent en plus concernent aussi des emplois. Donc nous avons voulu construire un dispositif spécifique qui permettra de les accompagner pour les aider financièrement au-delà d'un prêt par une aide financière à relancer leur activité. Ça nous paraissait important. Et enfin, la dernière mesure, une mesure plus traditionnelle, le Ribumba, celle-là c'est une mesure plus large pour des entreprises là aussi qui connaissent des difficultés conjoncturelles, mais plus aussi de modèles économiques qui pour autant ne font pas elles des entreprises qui ont vocation à disparaître, mais qui méritent aussi d'être accompagnées, parce qu'on le connaît tous, des petites entreprises où il y a des problèmes de gestion, des problèmes administratifs, des problèmes de positionnement sur le marché qui n'ont pas été forcément judicieux, mais qui méritent un accompagnement pour pouvoir aussi, et c'est pour ça que Dazitia Maribumba, rebondir et repartir. Donc voilà les trois dispositifs de soutien direct pour adapter nos aides aux problèmes économiques que l'on connaît actuellement, auquel s'ajoute un dernier dispositif qui est lui plus une confirmation de ce que nous faisons déjà, mais que l'on veut affirmer de manière plus forte, c'est la mesure Impresa Paesani. Là, nous sommes dans une vision de conforter l'aide aux territoires de l'intérieur, aux territoires de montagne, à l'activité dans ces territoires, démontrer qu'on peut soutenir et créer de l'activité parce que ça va au-delà de la simple activité entrepreneuriale. C'est aussi, comme je le disais tout à l'heure, la façon de faire revivre nos espaces montagnards, la façon de fixer et d'aménager le territoire différemment, de fixer notre jeunesse dans ces territoires, de vivre, de travailler et d'entreprendre partout sur l'ensemble de l'île. Donc, sur cette mesure-là, vous l'avez vu, c'est une mesure particulière puisqu'elle répond à deux critères de territoire, intérieur, montagne, et un critère de population, puisque nous l'avons fléché sur les communes de moins de 1000 habitants, là aussi dans le même esprit que ce qui a été fait dans le règlement d'aide aux communes et qui a été voté et proposé pour permettre aussi d'être dans une cohérence d'ensemble. À ces dispositifs-là, viendra certainement s'ajouter en septembre ou octobre la proposition dans le cadre aussi du dispositif lié à l'économie sociale et solidaire, un dispositif Créa Imprise que vous connaissez tous, qui a été voté et à plusieurs reprises, je crois qu'il avait été initié du temps de la présidence, je crois, de Jean-Christophe Angelini d'ailleurs, et qui vit depuis cette époque et que nous relancerons bien sûr, et qui vise à permettre notamment au public en difficulté d'insertion de trouver des solutions d'emploi, y compris par la création de leur propre emploi. Voilà pour les dispositifs d'aide directe. À ces dispositifs d'aide directe, bien sûr, s'ajoute dans le panel de l'intervention de la collectivité de Corse, confiée à l'Agence de développement économique de la Corse, une politique d'aide indirecte appelée politique d'ingénierie financière, complémentaire et adaptée. Celle-ci, elle se décline, par la volonté de la collectivité de Corse de confier à l'ADEC la mise en œuvre de ces mesures, par la mise en œuvre par l'ADEC de marchés auprès d'opérateurs
dans la gestion des avances remboursables, des prêts d'honneur, parce que c'est de ça que l'on parle. Et donc après, par la mise en œuvre directe par ces opérateurs, des fonds qui leur sont alloués. Alors nous l'avons fait et nous étions venus devant l'Assemblée de Corse présenter un programme d'action complet sur l'ingénierie financière sur la période 2025-2030, je le dis, parce qu'il y a une vision pluriannuelle de déploiement de ces fonds, avec une ambition de mobiliser 54 millions sur 8 instruments financiers. Vous les avez, je ne vais pas tous les lister, mais ils sont là, vous les avez dans le rapport. Et au moment où je vous parle, 85% de ces mesures, de ces instruments, sont en fonction. Donc, rapport en 2025, mise en œuvre 2026, et aujourd'hui, globalement, nous sommes en juillet 2026, ces outils, pour 85% d'entre eux, fonctionnent. Ce que nous avons voulu faire de la même façon, c'est permettre d'avoir une meilleure réponse compte tenu de la situation nouvelle que l'on connaît. Et réponse qui n'était pas apportée forcément de manière efficiente par les outils financiers. Donc on propose d'en rajouter 2 pour une enveloppe financière de 10 millions d'euros supplémentaires, de 54 à 64. Mais là aussi, les choses sont claires. Ce n'est pas de mobiliser de l'argent supplémentaire de la collectivité de Corse, c'est d'abonder ces fonds, soit par redéploiement, parce que dans les outils dont je vous parle, dans les instruments, il y en a qui fonctionnent plus que d'autres. Donc on pourra redéployer d'un outil vers un autre. Ça, c'est la première chose. Soit, et surtout, et c'est ce que nous faisons régulièrement maintenant, par retour de fonds. Parce que le côté vertueux de l'ingénierie financière ou de l'aide indirecte, c'est qu'on mobilise des fonds, on les confie à un opérateur qui les prête à des entreprises, qui, elles, les remboursent à l'opérateur, qui les fait remonter naturellement auprès de la collectivité de Corse, c'est-à-dire qu'on va émettre un titre de recette et le fonds qui a été mobilisé, il va revenir. Pour l'année 2026, par exemple, je vous donne cet exemple-là, parce qu'on va aborder y compris la question budgétaire. Nous avons titré, nous, 8 millions de retours de fonds. Il y a 8 millions d'euros qui ont été mobilisés sur l'aide aux entreprises les années précédentes et qui remontent aujourd'hui à la collectivité de Corse. Ces 8 millions d'euros, la collectivité de Corse choisit soit de les affecter à l'aide économique, soit éventuellement, quand c'est des crédits territoriaux qui ont été mobilisés, de les affecter pour d'autres politiques publiques. Voilà comment on va abonder les nouveaux dispositifs que je vous présente. Donc pour les aides indirectes, sur les aides directes, on est sur une démarche habituelle, de budget annuel. Sur les aides indirectes, on est sur quelque chose de pluriannuel, mais sur une démarche vertueuse, presque circulaire, de fonds qui tournent en permanence sans avoir besoin de réinjecter de nouveaux fonds. Voilà la logique, pour l'instant en tout cas, celle qui vous est présentée pour ces fonds-là. Je crois que c'était peut-être une réponse que vous n'aviez pas ou une interrogation que certains parmi vous pouvaient avoir. Donc, on propose d'ajuster pour répondre aux tensions de trésorerie et d'accès au crédit. C'est ça l'idée. Répondre aux tensions de trésorerie, on le sait, je vous ai parlé de filières, d'entreprises en difficulté, et même souvent d'activités liées au cycle d'exploitation des entreprises. On voit bien qu'aujourd'hui, dans la période de tension, il y a peut-être un problème d'activité, mais il y a surtout pour les entreprises un problème de trésorerie. Donc il faut qu'on y réponde, à la mesure de ce que nous pouvons faire aussi, parce que et nous pouvons le faire aussi et en corrélation avec la place bancaire plus traditionnelle. Ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est de faire évoluer le dispositif de soutien de trésorerie que nous avons déjà mis en œuvre, qui était limité aux entreprises de moins de 10 et qui était limité à 40 000 euros. Nous voulons le faire évoluer sur les entreprises de plus de 10 et nous voulons pousser jusqu'à 100 000 euros. Voilà, c'est une évolution peut-être technique et financière, mais qui relève aussi d'une discussion qu'on a eue avec le monde économique, avec notamment les représentants de ces entreprises et les partenaires sociaux. Donc, ça nous paraissait important de le mettre en œuvre, et c'est ce que nous vous proposons dans ce rapport. La deuxième mesure d'ingénierie financière, c'est celle d'une garantie bancaire primi passi. On a mis en place un dispositif de soutien
de financement d'avance remboursable et d'aide appelée Primipass, il y a besoin à côté, pour pouvoir le mobiliser de façon la plus efficiente, d'un dispositif de garantie bancaire. Et c'est ce que nous faisons à travers Primipass. Là, on fait de la garantie, on confiera à un opérateur financier dont c'est le métier de proposer une garantie pour ces entreprises-là, généralement des TPE, qui pourront avoir, comme cela, avoir un accès au crédit facilité. Voilà, doté de 2 millions d'euros maximum, et qui sera actif, on l'espère, d'ici la fin de l'année. Voilà pour les dispositifs supplémentaires en aide directe et en aide indirecte qu'on voulait mettre en place et qui font lieu de ce rapport. Pour terminer simplement, c'est que ce que nous avons voulu aussi mettre en place, ce que nous voulons mettre en place, c'est aussi un label et une marque à travers tous ces outils-là. ADEC Investi, c'est pour nous aussi la façon de dire, de rendre lisible le soutien de la collectivité de Corse. Quand on donne 20 millions d'euros par an, c'est vrai qu'on a besoin peut-être d'être plus lisible. Et nous, avec ce label-là, nous voulons demander aux opérateurs aussi de mettre plus en avant l'activité et le soutien de la collectivité de Corse, mais aussi, c'est aussi une façon de préparer l'avenir. Vous le savez, nous souhaitons, nous, en tout cas, si ce n'est pas la mettre en œuvre dès 2027, lancer les bases dès maintenant et avoir un plan d'action détaillé en 2027 d'une banque territoriale d'investissement public Corse qui permettra à la fois d'agréger tous ces dispositifs, de les massifier, de sortir des logiques de marché permanentes qui sont souvent complexes, difficiles et on voit bien, y compris fragiles, et de pouvoir comme ça avoir un levier puissant d'accompagnement de notre entreprise. C'est la perspective, c'est ce que nous voulons faire à moyen terme. Vous dire simplement, pour terminer, que la collectivité de Corse et l'ADEC, depuis maintenant de nombreuses années, est au soutien des entreprises. Ce dispositif, il vient conforter cette vision-là. Il est en capacité de s'adapter aux nouvelles réalités de l'économie de la Corse, mais il affirme aussi un choix clair, celle de privilégier un certain type de développement, un développement centré sur l'économie de proximité, l'économie durable, l'économie de production et la capacité de se projeter, y compris sur les marchés extérieurs. Ringraziavi. Allora, ringraziavi oggi Presidente. Di sicuro c'è in questo soggetto un rapporto di Azedenat. Qual è che ce ne parla? Ringraziavi e c'è un avviso della Commissione di Finanze. Alors, la Commission a émis un avis favorable sur ce rapport avec la non-participation des groupes Sofiuno, Corin Front et Avancemo. Ringraziabili e c'è un avviso favorevole di USESEC e avete ricevuto un rapporto per i dettagli e i commenti di USESEC perché è già assai lungo, dunque non leggo mica. Ecco, allora, qual è chi vuole la parola? Oui, Angèle Ciappini pour un Sofio. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, juste d'abord, si vous me le permettez, juste une petite nuance. Quand vous parliez tout à l'heure de la dégradation de l'activité du bâtiment, ce qui est une réalité, hein, vous avez dit c'est parce que le modèle exponentiel qu'on a connu, notamment, voilà. Et c'était juste pour ajouter aussi la baisse de la commande publique qu'il ne faut pas oublier parce qu'il y a beaucoup d'entreprises du TP qui sont concernées. Hein. Voilà. Donc, moi, mon intervention est courte. C'est un point de détail, mais qui, je pense, a son importance. Bon, bien sûr, hein, on ne va pas revenir sur l'importance de ce rapport dans le contexte économique extrêmement dégradé que nous connaissons aujourd'hui. Et ce rapport part du constat
que les entreprises insulaires sont confrontées à des tensions de trésorerie, à des difficultés d'accès au financement et à de véritables situations de fragilité. Il rappelle qu'une cellule économique a été créée en 2025 avec l'État pour accompagner les entreprises en difficulté et que 430 défaillances d'entreprises ont été enregistrées sur 12 mois, fin avril 2026. Vous rappelez que précisément parce que ces difficultés existent, on a créé donc la création du dispositif comme Ribomba, destiné à accompagner les entreprises présentant des perspectives crédibles de redressement, et c'est vrai que ça se justifie. Mais si nous voulons agir efficacement, encore faut-il disposer d'une connaissance précise de la réalité économique de notre territoire. Aujourd'hui, nous connaissons le nombre de créations d'entreprises, le nombre de défaillances et bien sûr les demandes adressées à l'ADEC. Il faut entrer un peu plus dans le détail pour constater qu'en termes de procédures collectives et de difficultés structurelles, on s'y prend souvent trop tard. Et ça se ressent dans les derniers chiffres des tribunaux de commerce. Sur les 445 procédures engagées en 2025 en Corse, 226, donc plus de la moitié, relèvent directement de liquidation sans passer par la case sauvegarde ou redressement. La Corse, vous l'avez dit aussi, fait partie des 3 régions métropolitaines qui affichent les plus hauts taux d'augmentation de défaillance, toujours en 2025. Elle est en 2e place, avec plus 14%. Juste derrière les Pays de la Loire, c'est plus 20, et devant l'Aquitaine, plus 9. Bien sûr, mauvais palmarès. Alors, vous avez beaucoup parlé dans votre première partie des indicateurs. Et à mon sens, il existe un indicateur qui me paraît particulièrement intéressant, mais qui n'est pas, qui n'est pratiquement jamais intégré. Cet indicateur, c'est l'évolution des avances versées par l'association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés, l'AGS. Donc c'est le régime qui garantit le paiement des salaires lorsque l'entreprise va être en redressement ou en liquidation et qui n'est plus en mesure de payer ses salariés. C'est en quelque sorte l'assureur de dernier recours pour les salariés qui se font payer leurs 6 derniers mois de salaire non réglés en amont du dépôt de bilan. Cette AGS est financée par une cotisation patronale obligatoire, versée chaque mois par les entreprises du secteur privé, bien sûr. Elle est recouvrée par l'URSSAF ou la MSA pour le secteur agricole, en même temps que les autres cotisations sociales. Les chiffres nationaux témoignent d'une dégradation préoccupante de cet indicateur. En 2 ans, le taux de cotisation patronale est passé de 0,15% à 0,25% de la rémunération brute soumise à l'assurance chômage, soit une hausse de près de 67%, assumée par les employeurs et bien sûr qui pèse sur les entreprises. Ce qui démontre que les difficultés des entreprises ne sont pas conjoncturelles, mais s'inscrivent dans une tendance durable. Le taux n'avait pas bougé pendant 20 ans. Et le conseil d'administration des AGS, donc paritairement composé des organisations patronales et des syndicats, décide en un temps court de le majorer de 67%. Ça dénote bien quelque chose. En 2024, l'AGS a versé donc 2,13 milliards d'euros, soit 23,4% de plus qu'en 2023. Et en 2025, un nouveau record a été atteint avec 2,23 milliards d'euros avancés pour à peu près 250 000 salariés et 26 000 entreprises. Ces avances constituent un véritable thermomètre social de la défaillance des entreprises. Lorsqu'elles interviennent, cela signifie que les salaires ne peuvent plus être assurés par l'employeur et que la solidarité nationale prend le relais. L'ADEC dispose déjà d'un observatoire économique qui produit des données de qualité sur l'économie corse. Je pense que cette information sur l'évolution de la mobilisation des AGS à l'échelle corse peut être pertinente
dans le cadre d'un véritable tableau de bord des entreprises en difficulté. Une suggestion que je vous soumets, d'intégrer donc cet indicateur avec ma casquette de chef d'entreprise, mais aussi en ma qualité d'administratrice de l'ADEC. Une politique économique ne se juge pas seulement au montant des aides qu'elle distribue, elle se mesure aussi à sa capacité de repérer les fragilités avant qu'elles ne deviennent des faillites. Et c'est d'ailleurs cohérent avec l'objectif affiché par ce rapport, qui est de mieux détecter les entreprises fragilisées et de mettre en place une véritable cellule de veille. Je vous remercie. Ringraziabi. Allora, agora a chi volevi a parola? Et Jean-Paul Panzani. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président du Conseil exécutif et Président de l'ADEC, je voudrais d'abord, en ayant lu le rapport qu'on a reçu et en écoutant votre intervention, saluer évidemment la qualité du travail du Conseil exécutif. Je crois qu'il traduit, dans les propos que vous avez tenus, dans les propositions que vous formulez, il traduit une ambition claire de construire une économie corse encore plus forte, plus autonome et davantage maîtrisée par les Corses. En ce sens, malgré, en entendant toutes les dispositions, tous les mécanismes que vous mettez en œuvre, l'esprit dépasse ces mécanismes et ces dispositions, il laisse entrevoir des perspectives. Il repose aussi sur une conviction simple. Le développement économique de la Corse ne peut être pensé uniquement sur les modèles traditionnels de croissance. Ceux-là ont montré leurs limites dans notre situation spécifique, mais je crois que le rapport démontre aussi que notre insularité, longtemps considérée comme une contrainte, peut et doit devenir aujourd'hui un levier d'innovation, de résilience et de compétitivité. Donc c'est un rapport qui marque une étape importante. Ce n'est pas un rapport en plus dans tous les dispositifs que nous connaissons. L'intitulé d'ailleurs de l'architecture que vous nous proposez donne le tempo. Resilienza, territorio, ingegneria finanziaria. La résilience, oui, vous l'avez dit, parce que notre économie reste confrontée à des fragilités structurelles que vous avez rappelées, et cela même si certains indicateurs en Corse, comme le taux de chômage rapidement, le PIB, et surtout la dynamique de création d'entreprises, témoignent de la volonté d'entreprendre et de l'activité et de l'attractivité de nos territoires, et que la Corse dispose effectivement d'un vivier de compétences. Mais ces indicateurs, malheureusement, ne peuvent pas masquer ou ne peuvent pas nous faire oublier que notre économie, plus que d'autres, est soumise à des tensions structurelles et conjoncturelles qui conduisent à une économie appauvrissante qui se traduit par un niveau important de précarité et de pauvreté de nos populations. I territori. Parce que, oui, nous refusons une Corse à plusieurs vitesses, parce que nous militons pour la cohésion territoriale, la cohésion sociale, et que tous ceux qui entreprennent, quel que soit leur secteur d'activité, je pense notamment aux artisans, commerçants, aux acteurs de l'économie sociale et solidaire qui font un travail extraordinaire pour l'insertion, qui maillent le territoire et constituent le socle de notre économie, doivent pouvoir bénéficier d'aide et d'un accompagnement, quel que soit leur bassin de vie. Le troisième terme de votre intitulé, l'ingénierie financière, parce qu'une collectivité moderne, vous l'avez souligné, doit être capable de mobiliser des outils financiers, de sécuriser des projets, d'accompagner des entreprises dans leur développement. Ce rapport s'inscrit pour cela
dans les objectifs portés par cette mandature depuis 2021 et il traduit qu'il n'y a pas de projet politique pour la Corse sans une économie forte, diversifiée. Et il nous propose dans cette période contrastée d'assumer un choix stratégique profondément politique, cohérent avec le combat que nous menons. Il concrétise en ce sens la vision portée par la majorité territoriale d'un développement fondé sur la souveraineté, la justice sociale, l'équilibre et la cohésion de nos territoires. En fait, vous avez réussi le tour de force dans ce rapport qui se situe bien dans une période particulière. Vous faites un choix, celui de ne pas opposer soutien immédiat, qui est indispensable, et transformation sur le long terme. Il faut soutenir les entreprises lorsqu'elles sont en difficulté, mais j'ai retenu ça également, il faut surtout leur permettre d'anticiper, d'investir, de se moderniser, de se diversifier et de rester maîtresse de l'avenir. En fait, une question essentielle traverse ce rapport. À travers le constat, les analyses, les propositions que vous faites, quelle place nous voulons donner à l'économie dans le projet de société que nous construisons pour la Corse? Il s'agit, et c'est certainement des enseignements que j'ai retirés, de définir ou de poser les bases d'une stratégie sur le long terme, car soutenir notre économie ne peut plus être qu'une nécessité conjoncturelle. Nous devons continuer à réparer des crises successives, mais dans notre trajectoire, nous pouvons enfin construire des outils qui permettent de les anticiper. C'est un choix politique stratégique majeur, nécessaire pour transformer notre appareil productif, pour préserver notre capacité à produire, à investir, à créer de l'emploi. C'est ce que j'ai retenu également dans votre relation avec le monde économique. Les différents dispositifs présentés, que ce soit en aide directe ou indirecte, à travers les instruments financiers, répondent en grande partie à ces enjeux. Ils permettent avec résilience, Rinascita, Ribomba, soit de soutenir les modernisations, les diversifications des entreprises indispensables pour maintenir leur niveau de compétitivité, soit de soutenir les restructurations, de favoriser les rebonds, de relancer la dynamique de développement quand des situations appellent à un traitement spécifique, lorsque l'entreprise présente des perspectives crédibles de redressement, afin de préserver durablement leur activité, l'emploi, leur savoir-faire, leur rôle dans la vie économique et sociale des territoires où elles sont implantées. Aujourd'hui, les résultats de l'ADEC, dont je veux aussi saluer la qualité du travail, qui ont été évoqués dans le rapport, démontrent que cette politique a déjà produit des effets. Dans son rôle pivot, l'ADEC a déjà mobilisé des outils puissants en fonds propres, en ingénierie financière, notamment à travers un soutien massif et ciblé en direction de nos TPE et PME, dont les artisans, les commerçants irriguent le territoire et constituent le cœur battant de notre activité économique. Vous l'avez rappelé, puisque j'ai eu le plaisir d'y participer en tant qu'administrateur de l'ADEC, le dernier bureau de l'ADEC, la semaine dernière, a accompagné une centaine de projets en accordant plus de 3 millions d'euros d'aide, avec l'ambition de soutenir d'une part une large tissu de petites entreprises de proximité qui constituent un levier essentiel de dynamisation économique et d'ancrage territorial, et d'autre part à consacrer une part significative des ressources financières à des investissements productifs structurants afin de renforcer durablement la compétitivité et la résilience de l'économie régionale.
Le programme détaillé aujourd'hui, les mesures que vous proposez renforcent et amplifient cette trajectoire, mais lui donnent aussi notre dimension stratégique et nous fait passer d'une politique qui accompagne à une politique qui anticipe. Le choix, par exemple, du renforcement de cette territorialisation et de la politique économique avec le remplacement de crèches par impresa paesiane est un signal fort que l'économie de proximité est aussi une politique d'aménagement du territoire. Car demain, comme un commerce, un atelier, une entreprise de service, il y a un village qui vit, derrière il y a un village qui vit avec des emplois, des services et du savoir-faire. Ce dispositif incarne pleinement la solidarité territoriale, la solidarité territoriale qui nous anime, c'est celui de l'équité territoriale et de l'efficience publique. Le deuxième volet de votre programme est tout aussi déterminant, c'est celui de l'ingénierie financière. La collectivité ne peut pas répondre à tous les besoins économiques par la seule subvention. Elle doit être capable de prêter, de garantir, d'accompagner la trésorerie, de soutenir l'investissement. C'est le sens de la politique d'ingénierie financière du programme 2025-2030, appelé à évoluer vers une capacité d'intervention de 64 millions. La création aussi d'un nouvel instrument de soutien à la trésorerie doté d'un montant de 10 millions de francs répond à des difficultés concrètes que nous constatons tous les jours, de même que la création du fonds de garantie bancaire Primipass doit permettre de lever certains obstacles. C'est là que la création de la marque ADEC Invest prend tout son sens. Ce n'est pas simplement une question de communication ou de changement de nom. C'est le début d'un changement de modèle, car regrouper les différents instruments financiers sous un label, c'est améliorer leur lisibilité pour les entreprises et partenaires, et c'est surtout poser les premières bases d'une ambition plus forte, celle d'une banque territoriale d'investissement dont nous avons déjà longuement parlé au service de la Corse. L'enjeu de la jeunesse est également au cœur de cette stratégie. Donner à nos jeunes la possibilité de se former, d'entreprendre, d'innover et de construire leur avenir en Corse est sans doute l'un des défis les plus importants auxquels nous sommes confrontés. Le développement économique n'a de sens que s'il permet de fixer les compétences sur notre territoire et d'offrir des perspectives durables aux nouvelles générations. Je veux également saluer dans votre rapport la volonté d'articuler croissance économique et développement durable. La protection de notre patrimoine naturel n'est pas contradictoire avec le développement économique. Les entreprises en sont conscientes et elles doivent encore en être plus conscientes. Elle en constitue au contraire, cette protection de notre patrimoine naturel, elle en constitue au contraire une condition. La valorisation de nos ressources environnementales, le soutien aux énergies renouvelables, l'accompagnement des transitions écologiques représentent autant d'opportunités pour notre économie. Enfin, ce rapport traduit une méthode à laquelle je sais vous êtes très attachés. Quand on engage de tels dispositifs, vous voulez fonder sur le partenariat, le dialogue et la co-construction avec les acteurs économiques, les collectivités locales, les chambres consulaires, des acteurs sociaux. Vous voulez fonder un dialogue qui permettra d'évaluer en permanence ce qu'ensemble nous décidons et nous faisons. C'est une approche responsable qui permet d'inscrire l'action publique dans la réalité des besoins et des attentes du territoire. Nous avons longtemps demandé à la Corse de s'adapter à l'économie. Il est temps de construire une économie qui s'adapte aux intérêts de la Corse. C'est ce que vous nous proposez et que la majorité territoriale
vous suivra sur ce chemin. Merci. Arin Radiabi. Alors, autre demande de parole, Paul Félix. Bon, dans une situation de crise économique, peut-être un peu plus exacerbée en Corse du fait de l'insularité et de conjonctures liées entre autres au transport et à l'attractivité, il est opportun de doter les structures économiques publiques d'une ligne budgétaire, certes petite, de 10 millions d'euros pour faire du soutien en trésorerie et de récupérer ailleurs 2 millions d'euros pour faire du cautionnement. Par contre, moi je fais une réflexion de fond, c'est que petit à petit, on fait une mutation de la politique originelle de la collectivité de Corse en matière économique, où elle était l'organe d'individualisation sur proposition de l'ADEC. Là, si je lis bien, on va donner à l'ADEC des fonds, et ces fonds vont être gérés, individualisés, programmés et liquidés par l'ADEC. C'est un changement de stratégie. Bon, elle n'est pas gênante dans la mesure où aujourd'hui, le président de l'exécutif et le président de l'ADEC sont les mêmes, mais à l'époque où l'ADEC a été créée et où le président de l'exécutif était José Rossi, qui était aussi président de l'organe économique qui est devenu l'ADEC. Il avait été voulu par la classe politique de l'époque de garder un contrôle par l'Assemblée de Corse et par son exécutif de la liquidation des montants des actions économiques. C'est quand même une réflexion politique et je pense qu'elle doit être soumise à un débat. Peut-être un débat en commission, mais qui fait quoi et quelles sont les motivations qui font qu'on change la méthode de travail et surtout le niveau de responsabilité dans la liquidation des aides. C'est quelque chose qui peut aujourd'hui ne pas poser de problème de déviance, mais si demain il advenait que les offices et agences redeviennent comme ils l'ont été à un certain moment, des sortes de petits lieux de privilège, voire des wilayas politiques, ça peut montrer les limites, je dirais, d'un transfert d'autorité de tutelle. Et ça, c'est ce que je soumets à une réflexion d'ensemble. Et ensuite, l'autre réflexion, c'est que ce qui manque aujourd'hui, c'est un outil bancaire, territorial. Ça fait des années dont on en parle. Moi, j'aimerais voir un jour un rapport de présentation où à la fin, on vote une dotation en capital sur une banque territoriale corse. Moi, je fais partie de ceux qui ont dénoncé fortement les agissements déviants de sociétés de fonds de participation qui sont aujourd'hui au bord du gouffre, qui ont fait un système pyramidal d'empilement de petits prêts avec les bonifications à 30% et qui peuvent laisser au final sur le carreau un grand nombre d'industriels et essentiellement d'hôteliers de Corse. Donc on a besoin d'avoir un outil d'appui, mais qui ne soit pas que l'outil de la crise. Là, les outils qu'on met en place, c'est l'outil pour gérer l'absence de trésorerie, l'absence de fonds propres, l'absence d'indice Banque de France confortable qui donne l'accessibilité soit à des découverts, soit à des paiements déférés, soit à des prêts de trésorerie par le réseau bancaire. Ça veut dire que cet outil, il est plus que temps prospectivement de l'étudier et ensuite de le faire valider. Est-ce qu'il faut passer par la création d'un nouvel établissement qu'on doit faire habiliter par la COB? Est-ce qu'on doit passer par une instance existante qui peut être la CADEC, qui a les habilitations? Mais en tout cas, il est important qu'on ait un rendu de cet objectif qui a été précédemment
annoncé par vous-même, Monsieur le Président, et j'ose espérer que les choses avancent. Alors, altre domande di parola. Jean-Christophe. Merci, Madame la Présidente. Rapidement, sur le sujet qui nous occupe, donc la situation, c'était dit par le Président, est singulière, sans que qui que ce soit à ce stade soit mis en cause, qualifier d'abord le moment économique, et il est très préoccupant. Bon, on arrive à la fin d'un cycle nourri, ou plutôt structuré, par des considérations internes et assez négatives. Je ne parle même pas que des facteurs déjà évoqués, l'insularité, les surcoûts transport, les surcoûts matières, etc. Je parle même du fait qu'on a aujourd'hui, plus structurellement encore, une fiscalité inadaptée, une absence de territorialisation d'une bonne part de ce produit fiscal, un coût du travail qui, à mon sens, mais c'est un débat, est trop lourd, entre autres aspects. Bon, on n'a toujours pas de visibilité sur le crédit d'impôt, qui a été prorogé d'1 an, mais qui, au 31 décembre 2028, arrivera à terme. Nos entreprises sont dans une situation compliquée et, à ce stade, rares sont les motifs de satisfaction, ou en tous les cas, les perspectives d'amélioration significative. Et puis, il y a tous les facteurs externes. L'inflation, le coût de l'énergie, la remontée des taux d'intérêt, bon, toutes choses sur lesquelles nous n'avons que peu de prise, voire pas du tout, mais qui façonnent très directement le moment économique et le paysage. En découle, et vous l'avez dit, Président, l'honnêteté commande de le rappeler, de le préciser, un taux de sinistralité de nos entreprises dont peuvent attester les juridictions commerciales sans précédent. Aujourd'hui, il y a le volume, mais également, et c'est particulièrement éloquent, ou je dirais parlant, il y a le moment. Regardez quand les entreprises vont se placer sous la protection du tribunal de commerce et demander tantôt un redressement, tantôt, Angèle l'a dit, et de plus en plus, une liquidation. C'est même en plein été. C'est-à-dire que cette espèce de théorie selon laquelle on aurait en été une fréquentation, une activité qui permettrait de gommer toutes les aspérités, toutes les difficultés, elle ne résiste pas à l'examen. Au moment où nous parlons, tous les jours ou presque, des boîtes, des petites souvent, parfois des plus importantes, vont taper à la porte des juridictions commerciales. Et Président, on en connaît, y compris dans une région qui nous est chère, ou à rebours là aussi d'une forme de mythologie, beaucoup, y compris des entreprises qui ont pignon sur rue, sont désormais plongées dans des difficultés. Donc, je ne vais pas être plus long, 2 minutes, 3 minutes, mais caractériser le moment économique comme vous l'avez fait, en des termes peut-être plus durs, mais me semble-t-il plus réaliste, c'est important pour savoir d'où l'on part. Deuxièmement, le moment institutionnel, au sens de l'action économique. Particulier déjà parce que vous cumulez les deux fonctions, ce qui n'était pas arrivé depuis une bonne vingtaine d'années avec Ange Santini, président du Conseil exécutif et président de la DEC, la dia in corso bi brego salude. Particulier aussi parce que depuis quelques mois maintenant, la Chambre de commerce, établissement public de l'État, est devenue un établissement public de notre collectivité, que si j'en crois certaines affirmations, la Chambre de métier pourrait dans quelque temps lui emboîter le pas. Quid à ce stade de la Chambre d'agriculture? Tout ça pour dire que d'un moment que Paul Fay a brièvement décrit, où la DEC était insérée dans un écosystème lisible, connu, ancien,
créé en 92, me semble-t-il. 2026, 34 ans. Au moment où nous parlons, où, sur le modèle de la collectivité unique, l'action économique elle-même a profondément muté, dans le sens notamment de l'absorption de pans autrefois autonomes, voire séparés, et aujourd'hui unifiés et plus distincts, bon, on a donc une mutation qui est assez exceptionnelle. Je pense, Président, que vous nous devez un débat. On verra quand, comment, on vous en laisse, dirons-nous, l'autorité. À mon avis, en hémicycle, plus qu'en commission, comme Paul Fay l'a dit, ou ailleurs, sur ces sujets-là. Parce que notre action, et je m'inclus, pas simplement en tant qu'ancien président de l'agence, mais en tant que conseiller de la Corse, dans le domaine économique, dans un moment où l'inquiétude est grande, elle doit être précisée. Bon. Et d'ailleurs, vous l'entendez comme moi, à tort et à raison. Je ne dis pas à tort ou à raison, à tort et à raison. Les Corses nous disent, bon, vous parlez beaucoup d'autonomie, beaucoup d'institutions, beaucoup d'un certain nombre de sujets. À quand un débat, y compris dans le cadre de l'autonomie future, hein, sur ces sujets-là, parce qu'on a besoin d'un peu de visibilité dans nos actions au quotidien pour tantôt développer, plus souvent ou parfois sauver nos TPE. La particularité de la Corse, pour ne pas être trop long, Président, vous la connaissez aussi bien que nous, c'est que c'est 92-95% de TPE. Moi, je ris beaucoup quand j'entends des raisonnements plaqués sur l'île où on a l'impression qu'ici, tout le monde est au CAC 40. Avec des visions, mon Dieu, on a l'impression que les capitalistes américains à côté sont des amateurs. Les patrons, le patronat. Bon. Moi, je suis commerçant, fils de commerçant. Mon père a 82 ans, il travaille depuis l'âge de 15 ans. On a mai bientado. Et c'est pareil pour beaucoup d'entre nous. Et je n'ai pas l'impression, lorsque je le regarde, avec mon fils à côté de lui, de voir un capitaliste en action. Tout ça pour dire que ces grilles de lecture idéologiques, que vous ne partagez pas, Président, et je le sais, parce qu'on vient un peu du même endroit, je ne parle pas que de région, elles nous ont fait du mal. Et je le dis tranquillement, en partageant une bonne partie du propos de Jean-Paul, même s'il est, et c'est normal, dédié à la louange, mais vous défendez la majorité, cher ami, et c'est bien normal, elles ont forgé un rapport à l'économie pour le mouvement national qui a longtemps été ambivalent. Et je me tourne vers la présidente, lorsqu'on parle en 2015 sur sa proposition d'un reajuste économico, c'est elle qui l'a inventé, c'est pas moi. On essaye de faire correspondre aux attentes d'un peuple et d'un mouvement politique au sens large, on essaie de faire correspondre un aggiornamento en disant oui, les nationalistes, ils peuvent parler et agir dans d'autres domaines que les institutions, la langue ou à l'époque la défense des prisonniers. Ils peuvent s'emparer des sujets du quotidien, etc. Bon, l'histoire jugera de 2015 à aujourd'hui si nous avons collectivement ou individuellement été à la hauteur de l'enjeu, mais une chose est certaine, et Jean-Paul l'a dit, c'est que penser l'autonomie sans le développement ou l'avenir de ce pays, tout simplement, quoi qu'on pense de ces institutions, sans, et je vais employer un gros mot, une trajectoire de croissance, c'est peine perdue. Je reviens au rapport, mais j'ai fait ce petit pas de côté à dessein pour dire 2 ou 3 choses. 1, Président, il nous faut un CRDE2I actualisé. Vous nous l'aviez promis. Aujourd'hui, j'ai employé un terme impropre et je m'excuse de le faire, mais c'est celui qui me vient immédiatement en tête. On empile des mesures sans interroger leur efficacité globale. Et peut-être faut-il même à ce stade que nous en supprimions quelques-unes. Et je le dis pour en avoir initié personnellement un certain nombre.
Aujourd'hui, entre le Patto Innovazione, l'Impresa Resilienza, l'Impresa Paesana, l'autre, dont le nom m'échappe, et celle qu'on a créée par le passé, ou que j'ai pour partie citée, peut-être avons-nous, localement, un niveau de mesure trop dense qui mériterait d'être simplifié. On l'avait déjà fait à l'époque, puisqu'on était passé d'une trentaine de mesures à une dizaine. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, avec beaucoup de bonne volonté et sans procès d'intention, on reconstitue une trajectoire qui va vers l'augmentation. Gardons en tête que le chef d'entreprise de TPE, qui est seul salarié, ou qui en a 2, qui en a 3, et qui se tourne vers sa boîte avec le peu de temps qu'il a, et sans faire de démagogie, le peu d'ingénierie administrative qu'il a, il n'a pas le temps d'identifier dans le maquis des aides celle qui peut-être va lui permettre de tenir l'hiver ou de développer la boîte. Donc, pourquoi pas, mais à la condition d'inscrire nos réflexions dans un ensemble plus large qui est celui de l'actualisation et pourquoi pas de la refonte du SRDE2I. Deuxièmement, dès lors qu'on dit le paysage de l'action économique publique, il a profondément muté, le niveau ou la densité des mesures d'accompagnement, il faut qu'on le repense. Terminer sur 2 idées. Moi, je continue de penser, Président, et je pense qu'on ne sera pas en désaccord, que la clé, ce n'est pas uniquement les mesures de soutien, en nombre, en volume, en fonds mobilisables, c'est la territorialisation de l'ingénierie financière. Sur ce plan, nous sommes collectivement en retard parce que financer l'économie de l'extrême sud et financer l'économie de la Casinca, Tony, ou de la Castagniccia, ou de l'Alta Rocca, c'est financer des réalités objectives qui sont de nature fondamentalement différentes. Ça reste l'économie corse. Mais ce sont des écosystèmes, des tissus productifs, des ensembles de TPE qui obéissent à des paradigmes fondamentalement différents. Et donc, moi, je pense que même la Banque Corse, que j'appelle de mes voeux comme chacun d'entre nous, si elle n'obéit pas à une logique de territorialisation de ses actions, elle s'inscrit dans une espèce de jacobinisme économique qui voudrait que toutes les régions obéissent aux mêmes logiques économiques. Or, ce n'est pas vrai. Bon. Donc, oui à une ingénierie repensée, à l'aune d'un SR2I actualisé, voire complètement nouveau, mais en vertu d'un principe qui, pour nous, doit consister à territorialiser l'action économique et notamment l'ingénierie de financement, les outils financiers. La CADEC, FEMOGUI, la CAPI, Corse Active pour l'initiative, l'ADI, dans des domaines très variés, le microcrédit, le prêt d'honneur, l'avance remboursable, etc., font beaucoup. Et l'honnêteté commande de rappeler qu'ils le font y compris en allant dans les territoires, en rencontrant les chefs d'entreprise, en discutant au plus près. C'est vrai. Mais peut-être avons-nous besoin de territorialiser des antennes, des lieux, de l'ingénierie, des ressources qui permettent d'avoir une action plus proche encore et une proximité donc vraiment marquée. Terminer en disant que le paysage de l'ingénierie financière, qu'elle soit propre à l'ADEC, aux propres outils qui, par appel d'offres, sont abondés par les différents budgets qui transitent par elle, va nécessairement être repensé. On le sait, l'ingénierie de financement aujourd'hui, c'est de moins en moins du guichet et de plus en plus de l'appel à projet, de la compétition, etc. Bon, y compris sur les fonds européens et même particulièrement. Donc je termine là-dessus. Je pense qu'on a aussi besoin de mieux articuler tous les niveaux d'ingénierie qui aujourd'hui déterminent les enveloppes de financement auxquelles vous avez accès. Mais en toute hypothèse, dans le moment économique difficile, pour ne pas dire dans le moment de crise, compte tenu de tout ce que j'ai voulu brièvement rappeler au nom de notre groupe, et
en émettant, non pas des réserves, hein, mais je dirais en complétant un peu le propos, votez, Président, ce rapport, vous accompagnez tout en vous disant un certain nombre de choses qui sont chères à nos yeux et qui, au-delà de nos petites personnes, importent, je crois, à tous ces entrepreneurs qui bâtissent au quotidien ce pays, dans un moment où parfois, on l'a vu y compris hier, on les stigmatise alors qu'on devrait souvent faire autrement. Bon, voilà. Moi, je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'on soit lucide. L'avenir de la Corse, et vous le savez, il passe par l'entreprise privée, pas uniquement, mais en bonne partie. Et je pense qu'on a intérêt ici, loin des ornières idéologiques ou des présupposés, à les accompagner et, par certains côtés, à les sauver. Merci. Y a-t-il d'autres interventions? Oui, Christelle, pardon, Christelle. Non, désolée, c'est pas de la censure. Hein. Voilà, je suis désolée. Vas-y, Permettez-moi d'en douter, Madame la Présidente, mais merci. Ah. Depuis tout à l'heure. Alors, Monsieur le Président du Conseil exécutif et Président de la DEC, notre demande de renvoi en commission que nous avions déposée a été mal interprétée et surtout interprétée comme une forme d'opposition à ce rapport, alors qu'il n'en est rien. C'était davantage permettre à l'Assemblée de maîtriser la chaîne de financement et bien sûr de gagner en transparence. Donc nous regrettons d'autant plus que nous partageons, comme l'ensemble, je pense, de nos collègues, l'ambition de renforcer la résilience de notre économie, protéger nos entreprises, soutenir nos territoires ruraux, notamment dans cette période qui est économiquement très fragile. Donc c'est une ambition politique. Elle ne suffit pas à faire une délibération recevable, surtout si elle est imprécise. Donc à l'heure où chacun parle d'évolution institutionnelle, on voudrait rappeler un principe simple, c'est si l'exécutif territorial propose et exécute les délibérations de notre Assemblée, il n'en demeure pas moins que les élus siégeant sur ces bancs ont pour mission de veiller au contrôle de l'action du Conseil exécutif. Donc c'est un rapport qui est soumis au vote de notre Assemblée. Il doit permettre à chaque conseiller d'exercer un contrôle éclairé sur l'engagement des fonds publics. Or, en l'état, votre texte présente plusieurs zones d'ombre. C'est un rapport sans chiffrage sérieux et clair. Il égrène des montants pour l'exercice 2025, crèche 2,8 millions, Impresasi 3 millions, Patto Innovation 860 000 euros. Mais ce sont des données historiques et des bilans d'exécution. Dès lors qu'il s'agit des 4 nouvelles mesures censées structurer la politique donc, 2026, aucune enveloppe budgétaire globale, aucune programmation pluriannuelle, aucune ventilation en autorisation d'engagement et crédit de paiement ne nous a été fournie. Donc l'article 3 de la délibération se contente de dire que ce sera financé au titre des crédits de l'action économique, mais sans estimation de ce que ça peut représenter. Vous parlez uniquement d'un plafond de 300 000 euros qui est effectivement fixé, mais c'est un plafond, c'est pas un budget. Ce n'est pas un budget et ce plafond, il est fixé par l'Union européenne dans le régime d'exemption de minimis et il n'est pas fixé par vous. Il en va de même pour l'ingénierie financière. Le rapport annonce le passage d'une enveloppe de 54 à 64 millions d'euros, financée par redéploiement de crédits d'intervention économique et mobilisation des ressources issues des précédents instruments financiers. Donc, ni les lignes précises qui seront redéployées, ni le montant réel des retours disponibles, ni le calendrier de cette montée en charge ne sont précisés. Le nouvel instrument de trésorerie et le fonds de garantie Primipass sont eux-mêmes qualifiés de montant maximum. C'est une notion qui ne dit rien de l'engagement réel prévu au budget primitif ou supplémentaire.
Alors même si, vous allez le dire, c'est traité dans les instances de la DEC, il est difficile pour l'ensemble des conseillers territoriaux de délibérer sereinement sur des dispositifs dont on ignore combien ils coûteront et sur quelle ligne ils seront imputés et selon quel calendrier. Je pense qu'aucun conseiller qui siège à nos côtés connaît avec précision combien de fonds ont été alloués aux instruments financiers et surtout s'ils se sont mis en remboursement des sommes qui leur sont allouées, comme l'exige la réglementation européenne. N'y a-t-il d'ailleurs pas un manquement au principe de sincérité et de lisibilité budgétaire qui doit gouverner nos délibérations, a fortiori lorsqu'il s'agit d'engager la collectivité sur un cycle de 2026-2030, qu'une période quand même assez longue. Plus explicite encore, le rapport indique lui-même que le dispositif Créa Imprese sera présenté ultérieurement dans un rapport. Donc, preuve que la méthode retenue consiste à faire approuver les grandes orientations avant que le contenu normatif ne soit connu. Quant à Rimbomba, aucun barème ni aucune procédure ne nous est communiquée pour apprécier ce que recouvrent réellement les perspectives crédibles de redressement censées conditionner l'aide. Cette méthode pose une question de principe. Notre Assemblée est l'organe délibérant compétent en matière d'aide économique. C'est à elle et non au Conseil exécutif ou à la DEC de fixer le régime des aides qu'elle autorise. Voter des mesures sans connaître leur règlement d'application revient à déléguer une compétence que nous ne pouvons déléguer sans réserve. Je voudrais aussi m'arrêter un instant sur la mesure Rinachit dédiée aux entreprises victimes de sinistres, d'actes criminels, d'événements exceptionnels ayant entraîné une rupture d'activité. Cette mesure présente quand même des risques de dérive qu'il convient de borner pour éviter que notre collectivité devienne un assureur économique. D'ailleurs, dans son avis, le CESEC exprime aussi de vives inquiétudes sur cette mesure. Les aides allouées dans ce cadre s'entendent-elles déduites des éventuels remboursements des assurances des entreprises? Et que dire si une entreprise n'est pas assurée? Enfin, on note un net déplacement du centre de gravité vers l'ingénierie financière au détriment de la maîtrise politique directe. Le rapport lui-même construit un déséquilibre. Les aides directes, pourtant les seules sur lesquelles notre Assemblée exerce un contrôle plein et entier, sont traitées avec prudence. Un plafond, 4 intitulés, tandis que l'ingénierie financière bénéficie de tous les effets d'annonce, passage à 64 millions d'euros, création d'une marque ADEC Investi, perspective déjà affichée d'une future banque territoriale d'investissement. Or, ces instruments directs sont par construction mis en œuvre par des tiers sur lesquels la collectivité n'a qu'une prise limitée. Le rapport cite lui-même la CADEC, la CAPI, la DIF et Mukui comme opérateurs des avances remboursables et prêts d'honneur, sans que notre Assemblée, par le biais de la Commission du développement économique et celle des finances, ne puisse exercer un contrôle réel et sérieux. Le futur fonds de garantie bancaire Primipass dépend, in fine, de la décision des banques partenaires d'accorder ou non le crédit garanti. La puissance publique porte le risque, mais ne maîtrise pas la définition finale de financement. C'est un effet de levier qui peut tout aussi bien devenir un effet de dépendance. Cette contradiction est d'autant plus frappante que le rapport s'ouvre sur un discours de souveraineté et de maîtrise des leviers économiques de la Corse. Donc, comment concilier cette ambition avec un modèle qui délègue une part croissante de l'intervention publique à des structures associatives et bancaires externes, sans qu'aucune contrepartie de gouvernance ne soit exigée en échange des fonds publics engagés? C'est pour cette raison que dans le texte de la motion de renvoi, nous demandions à ce que les commissions disposent des éléments de reporting annuels
de la CADEC, la CAPI, l'ADI et FEMUCUI, présentant un état détaillé à notre Assemblée sur l'usage des fonds engagés et les résultats obtenus par instrument. Et bien sûr, question importante, l'introduction d'une clause d'évaluation de l'ensemble du dispositif ADEC Investi avant d'engager la CDC vers une banque territoriale d'investissement. D'ailleurs, sur ce point, nous trouvons le rapport assez ambigu, puisque d'une part, vous dites qu'il s'agit d'une marque et non d'un outil financier, et ensuite vous évoluez vers une ambition pour la création d'une banque territoriale d'investissement, qui est, selon vous, un véritable outil financier. Donc, tous ces points évoqués précédemment constituent des garanties minimales de la réalité de notre action, sachant que, sans s'opposer aux objectifs de ce rapport, il nous semble qu'une assemblée délibérante ne peut valablement engager des fonds publics sur la seule base d'intention, aussi louable soit-elle. Donc, si nous avons retiré la mention de renvoi, nous restons quand même circonspects sur ces deux derniers points, d'où le dépôt d'un amendement que vous avez dû recevoir, contenant les deux parties visant à modifier la délibération en ce sens. Un amendement sans impact financier, donc sans gage, qui a vocation à répondre à nos réserves. Si vous voulez, je peux lire, faire la lecture. On vote pour l'amendement, on voit après. Comme vous voulez. C'était pour votre intervention. Non, mais voilà, j'allais citer les deux amendements pour que l'Assemblée... On en parle au moment des amendements. Pas de souci, D'accord, je vous on fait remercie. comme ça. Merci. Merci. Donc, d'autres interventions? Non. Oui. Il vous reste peu de temps. Allez-y, allez-y. Merci, Madame la Présidente. Je vais essayer de faire court, d'autant que mon collègue ami Jean-Paul Panzagne a été très exhaustif et complet sur le sujet, mieux que je ne pourrais l'être. Simplement, je ne comptais pas commencer sur ce point, mais en écho à la précédente intervention de Christelle Combette et du groupe Unsof Uno, je ne voudrais pas qu'on fasse comme si l'ADEC était une instance totalement étrangère à la collectivité de Corse, évoluant de manière très éloignée du conseil exécutif, et pour cause, et ça a été dit, on a un président de l'ADEC qui est président du conseil exécutif, on a une agence qui est un établissement public, industriel et commercial de la collectivité de Corse, et puis on a une représentation, qu'il s'agisse du conseil d'administration ou du bureau de l'ADEC, de tous les groupes de l'Assemblée de Corse. Donc je ne voudrais pas qu'on sorte de ces débats avec à l'esprit l'idée d'une agence qui serait éloignée ou totalement étrangère à nos institutions et aussi à l'organe délibérant, l'Assemblée de Corse. Sauf à vouloir, mais c'est un autre débat, supprimer l'Agence de développement économique de la Corse. Je ferme la parenthèse. Très rapidement, merci Monsieur le Président pour la présentation de ce rapport, qui est un très bon rapport, ça a été dit par Jean-Paul Panzagne. Selon nous, il y a deux grands aspects. Il y a ce qui relève de la conjoncture, des évolutions économiques, sociales, territoriales, des difficultés aussi d'une situation économique qui se dégrade progressivement et qui témoigne de la capacité de l'Agence de développement économique de la Corse à agir de manière souple, réactive et efficace, à travers notamment les trois mesures de résilience, Rinascita et Ribumba. Donc ça, c'est un élément à mettre au crédit du Conseil exécutif de Corse et de l'Agence de développement économique de la Corse. Il nous semblait important, y compris pour accompagner les entreprises, les TPE, les PME et les PE dans leur quotidien, de revenir dessus, de le souligner. Et puis il y a l'aspect plus politique, avec notamment, toujours dans le dispositif d'aide directe et de subvention, la mesure Impresi Paesani, qui est en phase totale avec nos objectifs politiques. Et quand je dis ça, je veux que ce soit clair pour le groupe FAPO-Punisem, y compris suite aux interventions de Jean-Christophe Angelini. Le développement économique, ce n'est pas un gros mot pour nous. Ce n'est pas un gros mot du tout. Et ça l'est encore moins en nationaliste corse. On ne peut pas imaginer construire un pays qui ne soit pas développé. En revanche, ce qu'on interroge et ce sur quoi on intervient, c'est le modèle de développement ou de croissance. Depuis 20 ou 30 ans, et ça a été dit hier par Nadine, je crois, Nivagioni, il y a eu une croissance économique dans ce pays. Cette croissance économique, elle est appauvrissante. Et on le sait tous ici. Alors, une fois qu'on fait le constat et qu'on le partage, comment on arrive à transformer le modèle?
eh bien, il y a un certain nombre de dispositifs qui sont déployés à droit constant, en conscience, par les acteurs politiques et les institutions de la Corse. Nous concernant, et ça a été dit dans la présentation du rapport, on mobilise tous les leviers, encore une fois, permis par le statut actuel de la Corse, dans les limites du droit positif, qu'ils soient réglementaires ou budgétaires. C'est vrai qu'il y a une situation et de dégradation progressive de l'économie, et c'est préoccupant, et de contraintes structurelles. Mauvillo, qu'est-ce que ça serait si la DEC n'intervenait pas? Les chiffres ont été rappelés. Rien qu'en 2025, c'est près de 300 entreprises qui ont été accompagnées. C'est 253 emplois créés, et je ne parle que des aides directes. Je ne parle même pas des instruments financiers. C'est 800 emplois qui ont été maintenus. Jean-Paul le disait en bureau de la DEC, la semaine dernière, on a accompagné près de 100 entreprises pour 50% d'investissement productif et 17% d'emplois en milieu rural. Ça, ce sont des choix politiques. De la même manière que le disait hier Julien Pauling sur la consommation des espaces stratégiques agricoles, qu'est-ce que ça aurait été si on n'avait pas le PADUC? Qu'est-ce que ça aurait été la situation aujourd'hui sans la DEC et sans l'intervention politique et publique? Donc ça, je veux qu'on sorte du débat en ayant ces chiffres et ces éléments réels à l'esprit. Alors une fois que j'ai dit ça, dire aussi et mettre en perspective politique et institutionnelle que la collectivité de Corse et la DEC, qui font preuve d'interventionnisme économique et de volonté politique, agissent dans un cadre contraint, en dehors de l'intervention réglementaire et de la politique d'aide directe ou d'aide indirecte. Aujourd'hui, on n'a pas le levier fiscal. On n'a pas le levier fiscal. Et c'est aussi l'un des enjeux de l'évolution institutionnelle à venir. On l'avait d'ailleurs dit le 5 juillet 2023 dans nos délibérations. On parle souvent, nationalistes corse bien sûr, de la fiscalité comme outil de lutte contre la spéculation foncière et immobilière. Mais on peut aussi parler de la fiscalité comme outil d'interventionnisme économique, hein, puisqu'on veut aller vers une économie de proximité, de production et durable. On peut envisager une fiscalité préférentielle, ou en tout cas avantageuse, sur les activités de production industrielle, notamment dans les secteurs technologiques ou innovants. On peut imaginer un crédit d'impôt sur l'appareil productif, sur les opérations de recherche, sur les opérations d'innovation. On peut imaginer, y compris pour rééquilibrer le développement économique, une fiscalité qui soit avantageuse ou préférentielle pour les entreprises qui exercent principalement leurs activités économiques en milieu rural, dans les communes de moins de 1000 habitants, dans les zones de montagne ou de l'intérieur. Mais ça implique une évolution institutionnelle et un statut d'autonomie. Et là, on est dans le concret, dans l'opérationnalité de la réforme constitutionnelle. Alors, on a la fiscalité, on a le levier législatif et réglementaire demain qui pourra intervenir pour orienter le modèle de développement. Et puis, on a, à droit constant aussi, et les travaux sont engagés, et ça figurait d'ailleurs dans votre discours d'investiture, Monsieur le Président du Conseil exécutif, la question de la Banque territoriale d'investissement. Alors, c'est un vieux serpent de mer, mais vous nous direz un mot, et je crois savoir que les travaux avancent. Je crois qu'il y a une assistance à maîtrise d'ouvrage qui a été lancée, y compris par la DEC. Et nous, FAPO Poulinsem, nous vous accompagnerons fortement dans la structuration de cette banque territoriale d'investissement pour créer les conditions d'un développement économique qui soit maîtrisé, durable et productif. Alors voilà, terminé, Madame la Présidente, à 30 secondes près des limites fixées par le temps de parole. Non, 30 secondes près, Madame Tchapine, en soulignant la qualité du rapport, la cohérence de notre action politique à droit constant, la qualité aussi et la capacité d'adaptation et de souplesse de la DEC, et mettre en perspective, à travers, à moyen terme, la Banque territoriale d'investissement, que nous appelons de nos voeux et pour laquelle nous vous accompagnerons, et ensuite, bien sûr, l'évolution institutionnelle avec le levier fiscal et la capacité d'intervenir par voie législative et réglementaire pour transformer durablement et profondément un modèle de développement économique qui aujourd'hui est peut-être, hélas, on ne cible pas les acteurs économiques, mais un modèle qui est peut-être un modèle de croissance en développement, là où nous voulons un développement qui soit durable, productif et de proximité. A ringraziarvi. A ringraziarvi. Io considero, penso che tutti i gruppi si sono esprimati e largamente. Io Presidente, io mica avevo un commento, sapete che sono a fianco a voi, non è su soggetto, ne parleremo spesso, ne parleremo d'orne. Je ne veux pas alourdir et rallonger les débats. Et je veux juste donner une précision. Toutes les régions autonomes ont des banques régionales et il existait même des banques régionales avant même qu'elles ne soient
autonome. Voilà, donc ce ne sont pas des gros mots que ces notions-là, ces concepts-là et surtout ces politiques-là. Je vous repasse la parole, Monsieur le Président. Ringrazio Madame la Présidente. Et alors, beaucoup de choses. Merci d'abord pour l'ensemble des interventions. Beaucoup de choses ont été dites. Je vais essayer de faire une réponse pour ne pas trop prendre de temps aussi, assez synthétique. Madame Capine, Angèle, ce que vous avez dit, bien sûr, et votre remarque, elle est pertinente. J'ai parlé de construction, pas de BTP, filière de la construction, j'ai cité construction, et le modèle dont je faisais écho dans mon intervention concernait le secteur de la construction, mais vous avez raison, de manière, y compris avec le secteur de la construction, dans le BTP en général, la question de la commande publique, elle se pose dans une période où on sait tous que les collectivités locales, la collectivité de Corse, qui est le premier donneur d'ordre, connaît forcément des difficultés budgétaires. Ça contraint aussi le secteur. On le sait aussi, ça a été dit par Jean-Christophe Angelini aussi, que la crise, de manière générale, la crise des taux, les coûts matières, la question des transports, impacte beaucoup cette filière-là. Dans acte, je pense que c'était utile de le rappeler. Vous nous avez aussi parlé de la donnée, et ça c'est intéressant, moi je suis assez d'accord là-dessus, on manque, je le dis souvent, y compris à l'Agence de développement économique, ceux qui sont avec moi au conseil d'administration, vous y êtes pas assez souvent à mon goût, mais vous le savez, je le répète souvent, il nous faut plus de données, y compris sur un domaine, je suis prêt à y réfléchir, sachant quand même que nous travaillons avec l'État dans le cadre de la cellule de crise économique. Nous sommes en train de reconstituer une cellule de veille économique avec les différents services, URSSAF, Banque de France, etc., pour pouvoir, le tribunal de commerce, pour pouvoir avoir accès un petit peu mieux à ces données. Donc nous sommes d'accord. Paul-Félix Benedetti, tout à l'heure, là aussi je vais aller vite, parce que ça a été repris aussi par Christelle Combette, sur la question, Paul-Félix appelle ça la liquidation, l'individualisation des aides. Et aujourd'hui, le fait que l'ADEC procède directement à l'individualisation et à la liquidation des aides, nous, on le considère comme une plus-value. Hein. Ça a été un combat qu'a mené notamment Jean-Christophe Angelini, qui n'est plus là, mais sous sa présidence, il a été beaucoup actif sur ce sujet-là, mais tout simplement pas par idéologie. Parce qu'on doit répondre en face à un monde économique dont le temps économique n'est pas le même, on le sait tous, que le temps administratif. Et si on devait le faire à la collectivité, le rapport que je présente aujourd'hui serait opérationnel dans, une bonne année. Donc je crois que c'est par souci d'efficacité économique, face à des demandes qui en plus correspondent à un besoin et une mise en œuvre rapide, que nous fonctionnons de cette façon-là. Ça n'empêche pas le contrôle, c'est aussi une réponse que je fais à Christelle, ça n'empêche pas le contrôle. Moi je le dis, Donjo le rappelait, le conseil d'administration d'ADEC, tous les groupes politiques sont présents. Dans le conseil d'administration d'ADEC, vous avez l'ensemble des informations qui vous sont livrées régulièrement, notamment sur un rapport d'activité très dense, très large, que je vous invite à consulter, qui précise de manière très détaillée le niveau d'aide par dispositif, et quand il s'agit des aides indirectes, qui aussi fait une synthèse du rapport d'activité de tous les outils financiers, rapport d'activité individuel de chaque outil qui est remonté à l'ADEC. Vous avez l'ensemble des informations. Alors peut-être faut-il améliorer le circuit de communication, mais les administrateurs de l'ADEC ont l'ensemble des informations, et je les renvoie à leur travail de groupe politique. Faites remonter au sein de votre groupe ces informations, et vous verrez, y compris l'ampleur du travail qui est réalisé par les services, que je veux saluer. Sur les aides directes, en plus de ce rapport d'activité, il y a un bureau, et les groupes sont aussi présents au bureau. Quand on individualise les aides, tous les groupes font partie, sont représentés dans les bureaux d'individualisation, donc ils ont la liste des entreprises, ils participent au débat, et ils donnent bien sûr, et ils participent y compris au vote, à eux après de faire remonter éventuellement auprès de leur groupe l'ensemble des informations. Donc on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de transparence, on peut toujours améliorer, mais il y a une transparence, et il y a une façon aussi c'est aussi une façon de pouvoir contrôler. Sur la volumétrie, je l'ai dit dans mon intervention, je reviens à Christelle Combette, je l'ai dit,
sur les aides directes, c'est les crédits de l'action économique. Ils sont votés par l'Assemblée de Corse. C'est nous qui votons sur proposition du Conseil exécutif, c'est cette Assemblée qui vote chaque année les crédits de l'action économique qui serviront à alimenter le fonds d'aide individualisé par le bureau de la DEC où vous êtes présent. Donc il y a 14 millions, par exemple, en 2026 qui ont été votés, et c'est sur 14 millions, pas un euro de plus, qui seront utilisés pour mobiliser les aides. Après, par souci de fongibilité, et normal, d'adaptabilité, il y a une fongibilité de ces aides, il y a un volume global, et on actionne les mesures en fonction de la consommation, en fonction des besoins. Mais on est sur une enveloppe de 14 millions annuels. Sur les aides indirectes, je l'ai précisé, là on est dans un autre circuit, il y a 54 millions plus les 10, mais qui ne font pas appel à des financements supplémentaires de la collectivité. On est sur à la fois du redéploiement, mais surtout sur du retour de fonds, je crois l'avoir expliqué tout à l'heure. Donc, c'était aussi les réponses que je voulais apporter. Paul Félix, Jean-Christophe et d'autres ont parlé de la banque territoriale. Évidemment, hein, moi-même, on est parlé tout à l'heure, c'est un objectif politique fort, mais surtout un objectif d'action, de levier économique pour mieux soutenir encore notre économie et les acteurs économiques. On a engagé ce travail-là, ce n'est pas un travail simple, parce qu'il y a des agréments, etc. Je ne vais pas vous livrer aujourd'hui les premiers résultats de l'AMO qui a été mandaté par la DEC. Ce que je souhaite, c'est que nous attendons, c'était prévu fin juillet, ça prend un peu de retard, un rapport intermédiaire, et qu'une fois ce rapport intermédiaire livré, je sollicite les commissions, commission des finances, commission de développement économique, pour pouvoir s'emparer de ce travail et continuer le travail, parce que je pense qu'il faut qu'il soit participatif, et que l'Assemblée de Corse, à travers ces deux commissions, a vocation à s'imprégner et à aller vers la création de cette banque qui a un objectif aussi, celui d'agréger. L'idée, dans le cahier des charges, c'est de pouvoir agréger l'ensemble des dispositifs, y compris d'ingénierie financière. Ça nous permettrait de sortir de ces logiques de marché et ça nous permettrait d'avoir une action peut-être encore plus efficace. Voilà un peu la réponse que je pouvais apporter sur la banque. Après, reste Jean-Christophe Angelini qui n'est plus là, qui me l'a signalé. Donc, on partage le constat. Je suis d'accord avec lui, il a pris son exemple personnel, que la Corse est constituée majoritairement de toutes petites entreprises et d'acteurs économiques très engagés. Je ne crois pas que ce soit là le débat sur le grand patronat et le petit patronat. Et moi, je ne réponds pas de cette façon-là. Et pour vivre sur le même territoire que Jean-Christophe Angelini. La question chez nous, ce n'est pas une question de taille d'entreprise, c'est une question à la fois d'un entrepreneuriat aujourd'hui qui est constitué de TPE, et moi je reste persuadé d'ailleurs que ce n'est pas une faiblesse, c'est aussi une force, mais surtout, en face de ce tissu économique, il y a d'autres mécanismes qu'il faut regarder, les mécanismes spéculatifs, les mécanismes de financiarisation qui sont très forts et qui ne sont pas liés à la taille des entreprises, qui sont liés à un système plus général économique. On ne peut pas le nier, ils sont très puissants ces mécanismes, et notamment dans la région où nous vivons, lui et moi. Et ça, on est bien obligé d'en faire le constat. Jean-Christophe Angelini nous soulignait aussi que ça amènerait ou que ça devrait amener une révision du SR2DE2I nécessaire, une refonte. Ben, nous l'avons prévu, pas de cette façon-là. Nous croyons que le SR2I aujourd'hui, il a vocation à s'intégrer au PADUC. Parce que le choix de société, les grands choix, notamment les choix de développement économique, et le débat dont parlait Jean-Christophe Angelini, il aura lieu. Mais il aura lieu dans le cadre de l'élaboration du PADUC. Et ce schéma-là, le SR2I, il sera forcément annexé ou intégré, on est en réflexion avec Julien Paolini sur ce travail à mener. Et en plus, il aura un avantage, ce sera notre document, le SR2I aujourd'hui, il est en tout cas validé, signé par le préfet. Je ne pense pas que ce soit au préfet de s'occuper d'une compétence qui est celle de la collectivité de Corse. Enfin, sur la territorialisation,
Nous y sommes favorables, moi je le dis, alors à voir, hein, il y a la question de l'aller vers, moi je l'ai dit pour la collectivité de Corse en général, on doit aller vers les territoires plus que ce que l'on fait aujourd'hui, il faut l'imaginer, ça ne veut pas dire qu'on va ouvrir des agences partout et des antennes partout, il y avait la question des gaz et des territoires, on regarde comment on peut avancer, peut-être de manière plus souple et conforme à ce que nous sommes, mais il y a aussi la question des dispositifs de soutien, j'en ai pas parlé, mais avec les communautés de communes, avec les communautés d'agglomération, il faut qu'on partage un peu plus cette logique-là. Moi, je le prenais, pour exemple, je ne sais pas si c'était avec Jean-Christophe Angeline, en tout cas, dans un débat, peut-être c'était à la CAB, le président n'est plus là, mais on pourrait imaginer que dans les dispositifs aujourd'hui de redynamisation des cœurs de ville, on imagine des fonds de soutien abondés à la fois par la collectivité, mais aussi par les collectivités locales, par les Comcom ou les CAB, de manière aussi à mieux orienter les politiques de développement de ces territoires. Donc moi je suis favorable à une discussion sur ces sujets-là, sur des compétences qui sont partagées, qui peuvent être partagées. Il faut qu'on réfléchisse ensemble si on peut aller plus loin. Voilà à ce stade ce que je voulais vous dire. Remercier bien sûr, pour terminer, Jean-Paul Panzani et D'Angelo Luccioni pour leurs interventions. Jean-Paul qui a replacé le débat, je crois, dans un cadre, ce rapport dans un cadre plus global, hein, celui du défi de l'économie corse, rejoint aussi quelque part par D'Angelo, qui disait que précisément, voilà, on ne peut pas déconnecter, nous, notre vision du développement économique, d'une vision plus globale, celui de l'avenir de notre île, la nécessité d'aller vers plus de responsabilité et plus d'autonomie, parce que ça va nous donner aussi les moyens d'orienter, de faire les choix de développement, y compris économiques, les plus adaptés à nostro popolo. Ringraziavi. Allora, ringraziamo Bio Presidente. Donc je vais repasser, puisqu'il y a amendement, je vais repasser la parole au groupe porteur de l'amendement, Christelle, je suppose, qui va nous le présenter. Allez-y. Oui, ben c'est dans la continuité de mon intervention. Hein. Je vais juste... je ne vais pas reprendre l'intervention. Je lis uniquement les deux articles qu'on souhaiterait insérer donc, dans la délibération. L'article 10 bis décide que l'Agence de développement économique de la Corse transmette à l'issue de chaque exercice budgétaire un rapport annuel présentant un état détaillé à notre Assemblée de l'usage des fonds octroyés aux organismes gestionnaires des instruments financiers en vigueur et des résultats obtenus par instrument. L'article 13 bis précise que l'ensemble du dispositif ADEC investi fera l'objet d'une évaluation avant tout engagement vers une banque territoriale d'investissement. Voilà, je vous remercie. Merci. Est-ce que quelqu'un souhaite s'exprimer sur cet amendement et on demande son avis à l'exécutif? Non. Monsieur le Président de l'exécutif. Pardon, je vous en prie. Non, vous en prenez connaissance, pardon. Non, mais j'ai pas d'objection sur l'ensemble des deux articles, des deux amendements. Pour moi, il n'y a pas de problème particulier, notamment sur le deuxième où je suis très favorable effectivement à ce que vous écrivez. Sur le premier, ce sera un peu plus lourd. Il faudra voir que si on doit venir en assemblée présenter l'ensemble des rapports, ça risque d'être un peu fastidieux à voir, mais moi je suis par principe, puisque c'est fait au sein du conseil d'administration de l'ADEC, pourquoi pas l'élargir à l'Assemblée. Proposer un sous-amendement à la Commission des finances, ça suffira, si ça vous va, ce sera plus souple. Bien, alors si vous en êtes d'accord, je vais soumettre au vote le sous-amendement d'abord, qui vient d'être proposé avec une limitation. Ça me paraît un peu plus, effectivement, un peu plus soutenable comme exercice. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Qui est pour le sous-amendement? Merci. Maintenant, qui est pour l'amendement ainsi sous-amendé? Qui est contre? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Qui est pour? Donc, l'amendement est retenu. Et maintenant, je mets au vote le rapport ainsi amendé. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Qui est pour?
Tout le monde est pour. Bien, donc nous avons épuisé l'ordre du jour de la matinée. Ben, vous savez, en Espagne, il termine à 14 h. Hein. La matinée, c'est une question de... c'est tout. Alors, juste une chose, s'il vous plaît. Juste une chose. Nous avons une petite cérémonie à 17 h, normalement. Voilà. Donc, ça signifie qu'entre maintenant et 17 h, il y a moins de 3 heures. Donc, il y a 2 rapports à examiner, bon, dont on a beaucoup parlé en commission ce matin, et c'est bien pour ça que nous sommes un peu en retard. Enfin, en retard, je ne sais pas, parce que je ne sais pas si c'est du retard, c'est peut-être la norme. Donc, tout le monde quand même connaît le sujet. Donc, cet après-midi, il faudrait quand même qu'on aille un peu vite, et nous avons quand même plusieurs motions, 4 ou 5 motions. Voilà, 6, me dit-on. Bon, vous avez fusionné. C'est fait ou pas? Ou vous allez fusionner? Donc, voilà, essayez d'avancer tout en vous sustentant. Essayez d'avancer sur tous ces points-là. Et moi, j'aurais besoin de voir les présidents de groupe, pas tout de suite là, juste avant qu'on rentre dans l'hémicycle, tout à l'heure, dans la petite salle du conseil exécutif, avec le président du conseil exécutif. Donc, est-ce qu'on peut considérer... vous allez de toute façon là pas faire un grand repas, à mon avis. Est-ce qu'on peut se dire qu'à 3h30 vous êtes là? D'accord, on va dire 3h15, voilà, pour que ça commence à 1h30. Merci. Chantal n'est pas là.
Per piacere, è arrivia i nostri lavori. Siamo tutti i gruppi, i presidenti i gruppi di noi. Pardon. E questo 4 ore abbiamo un appuntamento importante, normalmente a 5 ore, le mammette a 6 ore, ma al di là di 6 ore la fare non sarà più possibile. Allora un bigo mica che la Danilo a Bizzaona stavolta, perché sarebbe veramente un miracolo, ma c'ho la principia i nostri lavori, per mica aperti troppo tardi. D'accordo? Allora, siete pronti? Aspettiamo il presidente dell'esecutivo di no? Ecco, abbiamo deciso in commissione permanente organizzazionale di approfittare lo studio di questi cartolari in lingua corsa per fare un omaggio al rettore Paolini, che come sapete si ne va. Questa presentazione volerebbe avere una parola per Rémy Paolini, che dirigiamo in Parigi. Allora, ognuno in questa assemblea conosce gli impegni personali nelle questioni linguistiche e di maniera più specifica l'azione per la promozione dell'insegnamento bilingue e immersivo, che lo sia in scuola pubblica o associativa. La sua contribuzione e a costruzione di dispositivi che ci approntiamo a presentare oggi e spero a Buda è stata maggiore. Al di là di questo impegno per la lingua, rammentate
e voglio salutare uso trabalho a sensibilizzazione di nostri zideli a lotta contro le pratiche mafiose e per l'imparare di democrazia. Cunello e i servizi di noi, di l'Accademia, abbiamo rilanciato di nuovo con successo l'Assemblea di Zideli e ne parleremo dopo, posto che c'è una mozione dell'Assemblea di Zideli. Allora, per tutte queste ragioni, la nostra Assemblea aveva votato rammentare all'unanimità una mozione il 30 ottobre di 2025 che domandava allo Stato di mantenere il rettore Paolini in sua funzione. Il rimpiazzamento oggi è di questa maniera, ci inquieta assai per parecchie regioni, ma avremo l'occasione di sicuro di parlarne di noi durante i dibattiti. Allora, grazie a Remi Paolini per la sua azione e soprattutto buona strada a lui. Se Luigi Carchisia chi vuole via a parola, allora, Romain Colonna. Grazie signore Presidente. A nome del gruppo Va Popolo Insieme vorrei principiare dicendo che non è mica tutti i giorni che noi salutiamo un grande funzionario di Stato in semiciclo qui, ma Remi François Paolini a si merita. Vorrei quantunque mi pare importante di rammentare che l'Accademia di Corsica storicamente è stato di poi parecchi anni un luogo a spesso di conflitto con l'istituzione di Corsica, con la gioventù, mica solo di conflitto, ma un luogo di conflitto dipende dal sistema educativo che non abbiamo, dipende la lingua corsa, il suo insegnamento. E sul luogo di conflitto Remi François Paolini ha riuscito a fare un luogo di partenariato durante 2 anni. Voglio salutare perché non è mica stata fatta a suo punto e con l'intensità e l'onestità che l'ha messo con gli altri rettori che erano qui non solo. Vorrei rammentare di nuovo a questa assemblea, a Semiciclo e a gente che ci sta assente che la prima volta che l'abbiamo inteso parlare, il rettore era 2 anni fa quando ha rimesso i premi e orze per menzione benissimo di Wasciliere e eravamo contenti assai tutti collettivamente dicendo che lo parlava in corso all'assemblea di Corsica, la collettività di Corsica. L'ultima volta che l'ha pigliato a parola, 2 anni dopo, era torna qui in assemblea per rimettere lo stesso premio. Dunque, io voglio dire che è un'occhiata istituzionale e a storia che noi accogliamo con soddisfazione e anche con emozione e rammentare signore Presidente, che per via di attuazione accademica, educativa pro di gioventù, di l'educazione e soprattutto pro di lingua corsa, lo Stato, il governo ha voluto cacciarlo dopo 1 anno di esercizio, ci siamo opposti ed era normale di valla perché quando un partenario si comporta come lo si è comportato era normale di mantenere il contratto morale e il contratto istituzionale che c'era tra l'Accademia di Corsica e la collettività di Corsica. Voglio rammentare tutto questo e noi a Fa Popolo insieme sappiamo che la decisione di mettere l'uvosa da Corsica è una decisione politica per via di associazione a pro della lingua corsa e che vogliamo palesare torna una volta con determinazione, vogliamo palesare torna una volta con veramente una grossa contestazione perché questa non la possiamo mica citare, ma al di là della contestazione gli preghiamo una bella strada e ringraziarlo torna una volta per tutto ciò che l'ha fatto a pro di istituzione, di un partenariato, di un dialogo, di gioventù e di lingua corsa e continueremo a difendere l'interesse della lingua corsa come l'abbiamo fatto sinora. A ringraziarvi. Ringraziarvi. Pierre Gionga. Madame la Presidente, 2 parole per salutare
sto rettor di Bribradrinca, che si ne va troppo presto, sicuramente per ragioni politiche, ma ha lasciato una traccia maggiore, una storia di lotta di insegnamento della nostra lingua e spero che saremo un trasferimento di competenza educativa, lo posso arrivare per continuare a aiutarci per l'insegnamento della nostra lingua. Vi ringrazio, a nome del gruppo. Bravo. Altre domande di parole. Jean-Martin Mondoloni. Oui, Pierre-Jean Paolini n'est pas décédé. Hein. C'est privé, vous. Voilà. Donc, à mon tour, au nom du groupe, je voudrais saluer l'action de François Paolini, qui n'a pas été seulement retore di lingua. Hein. On a depuis cette action, son action et son implication, le prisme, non pas déformant, mais enfin presque exclusif de son implication dans la langue corse. Je veux dire et redire ici, en rendant témoignage peut-être au-delà de mon activité élective, du fait qu'il s'agissait d'un grand recteur. D'abord dans le symbole, je pense que l'enfant d'un petit village de Corse qui accède aux plus hautes fonctions de l'État, dans la symbolique mémorielle de ce que représente l'école depuis toujours en Corse, je pense que c'est important pour les enfants et même les adultes qui ont pu le regarder. Ce qu'on sait moins, c'est que c'est un infatigable travailleur qui est à la fois capable de fixer de très grandes zones et de pondre un plan à très long terme, et en même temps qu'il y a un souci du détail, et le président, l'ancien président de l'exécutif pourrait rendre un témoignage où il passe un coup de fil pour un niveau de détail millimétrique, parce qu'il a tout à l'esprit. C'est aussi un homme, et on a pu le voir, qui a su concilier ses origines, sa volonté de ne jamais trahir sa fidélité constante à ses racines, à sa langue, à sa terre. Et puis il est l'incarnation de ce que, en termes méritocratiques, mais pas seulement, la République est capable de faire de mieux ici. Moi je dis toujours, au nom de ceux que je représente, que la Corse a besoin de mieux de République et qu'ici on doit avoir les meilleurs fonctionnaires. On ne peut pas se permettre d'avoir des fonctionnaires ordinaires dès lors qu'on veut faire vivre un pacte républicain qui vise à l'excellence, qui vise, chaque fois qu'il s'agit d'excellence, et c'est en cela que c'était un grand responsable, à prendre des décisions, y compris difficiles, y compris très difficiles, à savoir dire non avec tact et diplomatie, et accompagner des mouvements sociaux, politiques, culturels sur la base de ces engagements. Et je crois que son limogeage, puisque c'est vécu comme ça en tout cas, son départ précipité a pu être considéré, et continue à l'être du reste, comme un mauvais signal, sauf à considérer, je conclurai là-dessus, parce que quand les gens partent, ce qui est important, ce n'est pas de les pleurer, c'est de les continuer, sauf à considérer, et il faut avoir un espoir que les choses continuent ainsi et qu'on ait une rectrice à la hauteur des enjeux qu'a su fixer l'ancien recteur, et lui souhaiter à la fois la bienvenue, une pleine réussite à ses fonctions en se mettant dans les pas de cet homme qui a fait son métier d'homme, comme disait Camus, depuis ses hautes fonctions en Corse, et qui laissera une trace indélébile de ce que peut être l'action d'un haut fonctionnaire dans un territoire comme le nôtre. Merci Jean-Martin. D'autres interventions? Jean-Christophe? Merci Madame la Présidente. Bon, tout a été dit ces dernières heures. Concernant le recteur Paolini, on est tous, ça a été développé, je n'y reviens pas, très déçus. En tous les cas, je parlerai pour le groupe avancé de ce qui s'est produit, de la manière dont ça s'est produit. Ça n'enlève rien au mot de bienvenue que l'on peut formuler à l'endroit de Madame la rectrice, rien, dirons-nous, à l'énergie que
que l'on va continuer à déployer, et les rapports qui suivent en attestent, concernant l'avenir de la langue, rien au projet politique que l'on poursuit, que l'on soit nationaliste ou pas, puisque la question de la langue, fort heureusement, nous est commune à tous. Mais il y a un goût d'amertume, dirons-nous, dans cette décision et incontestablement un sous-texte qui inquiète quant à la doctrine réelle des uns ou des autres pour l'avenir. Ceci étant posé, dire, que le travail effectué a été remarquable. J'ai eu l'occasion, y compris en tant que maire, de travailler avec le recteur et ses services sur un site immersif public, la transformation d'une école qui allait fermer ses portes en école bilingue qui aujourd'hui reçoit beaucoup plus de demandes d'admission que nous ne sommes en mesure de répondre, de fournir, dirons-nous. On a travaillé par ailleurs sur la présence de la langue dans, dirons-nous, les écoles de la ville et au-delà encore. Et puis, en tant que conseiller, avec mes amis ici présents et puis président de groupe, dire que cette action-là, elle a été féconde, elle a été vertueuse, elle a été durable. Et je veux croire ici, sans être trop long, qu'elle laissera des traces et qu'il sera difficile, y compris pour les plus réfractaires, de revenir en arrière. Je pense, sans emphase et sans excès, qu'il y aura pour la Corse, comme pour l'État, un avant et un après Rémi Paolini. Je pense. Après, je ne suis pas prophète, c'est les faits qui le diront, mais je vois difficilement comment aujourd'hui on peut changer de logiciel et poser une stratégie aux antipodes de ce qui a été mis en œuvre ces derniers mois ou années. Donc, je veux quand même espérer que ce sera bien le cas, que pour ce qui nous concerne, rassurer, si tant est qu'il faille le faire, sur la volonté du groupe d'accompagner tout acte en faveur de la langue, tant il s'inscrit et dans la survie et dans la volonté d'avenir. Et souhaiter enfin au recteur Paolini, à laquelle je veux redire au nom de ceux qui sont autour de moi notre soutien et notre amitié, le meilleur dans ses fonctions nouvelles. Nul doute qu'avec son niveau, son expérience et son jeune âge, il a encore beaucoup à donner, bien sûr à l'éducation nationale ou à d'autres, dirons-nous, univers, mais également, et je veux le croire, à la Corse et à chacune et à chacun de ses enfants. Donc, assai courage, assai forza e a speranza via che non ci fosse mica merti andare, ma al contrario, a volontà scompartuta di continuare a avanzare. Vi ringrazio. Ringraziabi. Altre domande di parola? No, dunque abbassava all'esame di i rapporti. O primo rapporto che sarà esaminato è la Convenzione pluriannuale di obiettivi e di mezzi a pro di sviluppo dell'insegnamento di lingua corsa. Avete la parola, oggi al consigliere esecutivo. Vi ringrazio, signora Presidente dell'Assemblea di Corsica. È importante di principiare la presentazione di istituire rapporti in cui quello consacrato a quella convenzione pluriannuale ci verrà dopo, sapete, un cartolare importantissimo di noi, quello di sostegno all'associo scuola corsa. In un caso come nell'altro si tratta di insegnamento immersivo che dia sappiamo tutti, ne siamo persuasi, una maniera aggalabata di mettere in ballo la nostra volontà di restituire la lingua corsa alla sua piazza nella società corsa. Di sicuro rammentare che questa convenzione è fiola di una volontà tecnica e di una volontà politica, a un senso nobile di un termine, e che il genitore di parte di Stato di questa convenzione è il rettore Paolini. Et donc je ne peux pas
bien sûr commencer ma présentation de ce dossier sans, comme l'ont fait les autres orateurs et oratrices avant moi, rendre hommage à Rémy-François Paoli, non pas en termes d'éloge funéraire, ou funèbre, mais en termes de coup de chapeau à l'homme et aux fonctionnaires. Fonctionnaires, je le rappelle aussi, parce que le temps passe vite, que nous avons connus dans des fonctions qu'il exerçait auprès du garde des Sceaux et au ministère de la Justice, et que déjà à cette époque, avec le sens de l'État qui le caractérise, toujours dans le respect non seulement des règles, bien évidemment, mais de l'éthique à laquelle s'astreint tout fonctionnaire d'État, il était déjà un homme d'ouverture, de dialogue et de recherche de solutions, y compris dans des dossiers très difficiles. Et ses vertus, ses qualités et cette méthode, il les a ensuite transposées de façon naturelle dans un secteur qui initialement n'était pas le sien, celui de l'éducation. Je rappelle que Rémy-François Paoli est conseiller d'État et donc juriste de formation. Je souhaite, au nom du Conseil exécutif de Corse, au nom du président du Conseil exécutif de Corse actuel, Gilles Giovanangeli, au nom de l'ensemble du Conseil exécutif de Corse, lui rendre hommage aujourd'hui publiquement, d'abord en rappelant que son départ est pour nous une décision malheureuse, à la fois sur la forme, en considérant le moment à laquelle elle a été prise, et enfin sur le fond. Sur la forme, d'abord, vous l'avez dit, Madame la Présidente de l'Assemblée de Corse, il y avait eu à l'époque des vents mauvais qui avaient porté jusqu'à l'Assemblée de Corse la nouvelle de la volonté de sanctionner le recteur Paolini, et disons-le clairement, de le sanctionner pourquoi ? Pour son action dans le domaine de la langue corse, et notamment, par exemple, pour s'être exprimé en corse et en français dans des occasions officielles, des cérémonies, ou même des communications publiques, y compris dans la presse. Et si cette volonté de le faire partir n'avait pas trouvé à s'accomplir en octobre dernier, c'est bien parce que, principalement, l'Assemblée de Corse, de façon unanime, avait exprimé sa volonté que Rémy Paolini puisse continuer à être le recteur de Corse. Et cette volonté avait été prise en compte et entendue, et il faut s'en réjouir, au plus haut niveau de l'État. Et donc, nous étions dans la poursuite d'un dialogue fécond. Alors, sur la forme, avant même que de parler du moment et du fond, le fait que nous ayons été avertis, je parle du Conseil exécutif, par courtoisie, le dimanche soir très tard, d'une décision qui était d'ores et déjà prise et qui avait vocation à être rendue publique le lendemain matin très tôt, ne nous paraît pas, je le dis très tranquillement, je l'ai exprimé à mes différents interlocuteurs et je tiens à le redire publiquement, ne me paraît pas une manifestation de la considération qui est due à notre institution. On ne peut pas balayer d'un revers de manche une résolution solennelle votée à l'unanimité par l'Assemblée de Corse et par le Conseil exécutif. Ça, c'est pour la forme. Sur le moment, eh bien, le fait même que je doive aujourd'hui présenter ces deux rapports auxquels Rémy-François Paolini a très directement contribué et de façon déterminante, alors qu'il s'apprête à ne plus être recteur, est un calendrier qui n'est pas heureux, lui non plus.
même si la continuité de l'État permet d'espérer que ces engagements seront respectés et tenus. Et puis reste le fond. Et là aussi, je vais le dire publiquement et devant l'Assemblée de Corse, comme je l'ai dit à mes interlocuteurs depuis dimanche dernier, personne en Corse ne croit à l'argument selon lequel le départ de Rémi Paolini serait simplement lié à une forme de turnover administratif. En tout cas, je n'ai croisé personne dans la majorité ou dans l'opposition ou même dans la rue qui considère que cette raison est la raison principale de son départ, qui n'est pas une mutation. Ce n'est pas une mutation. Le recteur Paolini ne quitte pas l'Académie de Corse pour aller dans une autre académie. Le recteur Paolini, on l'a prévenu et on nous a prévenu le dimanche soir que tout s'arrêtait le lundi matin et il arrête ses fonctions de recteur. Donc, et je l'ai dit ce matin, je pense que, y compris celles et ceux à Paris ou ici qui nous disent que cette décision est une décision purement administrative, ne croient pas eux-mêmes à ce qu'ils nous disent. Et donc, à partir du moment où personne ne croit cela, ne faisons pas semblant. Et donc, sur le fond, nous avons des raisons objectives d'être inquiets. Parce que si la volonté de continuer la politique initiée au moment où Rémi-François Paolini est arrivé en Corse, si cette volonté était aussi claire et partagée à Paris, on n'aurait pas demandé à Rémi-François Paolini de s'arrêter au moment où enfin cette politique a vocation à commencer à se concrétiser. Et le dire, ce n'est pas manquer de respect, de considération ou exprimer une forme de défiance par principe à l'égard de la nouvelle rectrice, Madame Mons. Bien évidemment, le Conseil exécutif de Corse souhaite la bienvenue à Madame Mons et lui souhaite de réussir pleinement dans ses fonctions. Mais les conditions dans lesquelles elle arrive en Corse lui rendent la tâche extrêmement difficile, et ce n'est pas du fait du Conseil exécutif ou de l'Assemblée de Corse. C'est du fait de celles et ceux qui ont pris la décision de mettre fin aux fonctions de Rémi-François Paolini dans les conditions que je viens d'évoquer. Ceci étant dit, quelques mots à la fois personnels et institutionnels. Avant de passer à l'examen du dossier, à la présentation du dossier, et ces mots ont d'ailleurs un lien direct avec le rapport consacré à la Convention Quadriellane. D'abord, mais Romain Colonna l'a dit, rappelez que les hasards du calendrier font que c'est en juillet 2024, à l'occasion de la remise des mentions très bien à la collectivité de Corse, au nouveau bachelier, que nous avons, les uns et les autres, pour la première fois, rencontré le recteur Paolini dans ses nouvelles fonctions. Et bien sûr, nous avons été étonnés, surpris et séduits par son discours, par le fond de son discours et par le fait qu'il ait choisi de s'exprimer de façon tout à fait naturelle, aussi bien en langue française qu'en langue corse, donnant ainsi un exemple qui lui aussi devrait être naturel de ce qu'est le véritable bilinguisme, qui n'est pas une concurrence entre deux langues, qui n'est pas une hiérarchisation entre deux langues, mais qui permet à des locuteurs bilingues de penser et de s'exprimer de façon naturelle dans une langue ou dans l'autre. Et il avait fait en application de ce qui est, paraît-il, une doctrine partagée, y compris par l'État. Et c'est pour ça que l'on comprend mal pourquoi ce qui devrait être une vertu a été transformé en faute, en reproche, débouchant in fine sur une sanction. Mais donc, dans cette fin de journée d'été, juillet 2024, Rémi Paolini a fait le choix de venir à l'Assemblée de Corse, d'être présent
dans ce moment heureux et qui est pour nous toutes et nous tous un moment privilégié, où nous voyons la jeunesse corse, les familles fières, les enfants qui se tournent avec confiance vers un avenir que l'on leur souhaite radieux. C'est en juillet 2024 et c'est en juillet 2026, il y a quelques jours, que Rémy-François Paolini est venu clôturer ce cycle ici pour dire au revoir à l'Académie et à la Corse. Et là aussi, je le dis publiquement, je pense que c'est la première fois dans l'histoire des institutions de la Corse qu'à l'occasion d'une cérémonie de ce genre, il y a une standing ovation de plusieurs minutes, spontanée, de la part des parents d'élèves qui étaient là. Ce ne sont pas les politiques qui ont initié ça, ce sont les parents et les familles qui ont applaudi le recteur pour son action. Le deuxième souvenir personnel que je souhaite évoquer, c'est le premier entretien que j'ai eu avec le recteur Paolini, où nous avons abordé les questions liées à l'éducation et où je lui ai parlé du travail qui avait été initié et non encore conclu à l'époque par l'Assemblée de Corse sur proposition du Conseil exécutif concernant la lutte contre les dérives mafieuses. J'ai dit au recteur Paolini que je ne connaissais pas, après avoir balayé ensemble toutes les problématiques, que nous étions engagés dans ce travail et que nous considérions, et que je considérais en tout cas, en ma qualité à l'époque de président du Conseil exécutif, qu'un des éléments essentiels de la lutte à mener contre les risques mafieux et les risques liés à la criminalité organisée, c'était la culture de la citoyenneté et la culture de la démocratie, et que le système éducatif avait un rôle majeur à jouer en la matière. Travail que j'avais commencé à évoquer avec le prédécesseur de Rémy-François Paolini, le recteur Agresti. Le recteur Agresti étant parti, nous n'avions pas pu le mettre en œuvre. Rémy Paolini m'a dit tout de suite, nous allons travailler ensemble et nous allons travailler main dans la main. Et l'Académie de Corse, conformément aux préconisations de l'Assemblée de Corse, est devenue une académie pionnière, là aussi, et ce travail a vocation à être poursuivi et tout le monde a en tête, au moment où je parle, la photographie du recteur présent aux côtés de la maman de la petite Chloé et ce prix qui a été institué pour honorer la mémoire de cet enfant injustement ravi à l'amour de sa famille et à l'affection de ses camarades. Et le troisième et dernier souvenir, et je termine, c'est cette rentrée de septembre 2024, et là aussi ça a été évoqué, c'est la seule fois, dans le cadre de mes fonctions de président du Conseil exécutif, que j'ai fait une rentrée aux côtés d'un recteur. Parce qu'il y avait eu juillet, parce qu'il y avait eu ces échanges, et nous sommes allés ensemble à Pedigorte et Igadj, le village du recteur, là où il avait sa famille, son enfance, ses souvenirs partagés entre ce village et celui de Vico, où il a également grandi. Et donc il y a cette notion d'enracinement, celle-là même, le lien à la terre des Corses, le lien des Corses à leur terre, ce lien que nous souhaitons constitutionnaliser et qui, lorsqu'il concerne la Corse, fait peur ou est rejeté chez certains à Paris et que nous, me semble-t-il, nous vivons de façon naturelle, de génération en génération et qui fait partie de notre identité en tant que peuple. Et je me rappelle de l'émotion de Rémy Paolini et d'Iso Baisani quando abbiamo passato questa rientrata. Voilà donc ce que je voulais dire. Cette convention pluriannuelle, et c'est rappelé dans son préambule, co-rédigé entre l'État, l'Académie de Corse et la collectivité de Corse, elle s'inscrit dans le projet académique Scuola 2030. Et là aussi, je voudrais rappeler qu'il ne faut pas résumer ou réduire l'action du recteur à son accompagnement en matière de langue corse. Ça a été dit par Jean-Martin Mondologne, mais peut-être
parce qu'au-delà des mots, et vous nous le rappelez souvent, l'action publique se juge en matière de résultats. Dire un mot en matière de résultats, par exemple sur l'axe 2, mathématiques et français. L'axe 2 du projet académique, ce sont les mathématiques et le français. Et je rappelle qu'il n'y a pas de hiérarchisation dans les axes du contrat académique. D'abord, les mathématiques, le travail de vulgarisation qui a été mené avec notamment, je me tourne vers Bianca, le professeur Dominique Barbolosi, les mathématiques appliquées notamment à la recherche médicale, faire rentrer de façon massive les mathématiques dans les écoles, dans les collèges et dans les lycées, avec un travail de vulgarisation extraordinaire qui a débouché notamment sur des séminaires, l'accueil de grands professeurs, le soutien à l'appétence, l'explication sur les déclinaisons opérationnelles des mathématiques, par exemple, dans le domaine de la santé ou dans le domaine des finances, un travail remarquable. Sur le français, rappelez plus de 6 000 élèves concernés par l'opération cet été, je lis. Des concours, les champions de la lecture, l'évolution du classement de l'Académie de Corse, qui en matière culturelle à l'école était dans les dernières et qui aujourd'hui est dans les premières. Il faut le dire. L'engagement en faveur de l'école du rural, un axe structurant, l'ouverture à une école inclusive, l'orientation et la formation. Donc ce travail il a été fait et j'ai bien entendu et bien lu ce que dit Madame Mons, la nouvelle rectrice, dont le parcours professionnel et universitaire parle pour elle, engagée sur le dispositif PISA, la réflexion sur la refonte de l'école de la République, l'appétence pour une éducation ouverte à toutes et à tous. Donc ces travaux-là viennent nous dire que nous avons de bonnes raisons d'espérer, et nous n'en doutons pas, que ce projet d'académie sera poursuivi avec la nouvelle rectrice. Et il est essentiel qu'il le soit, comme il est essentiel que l'axe 1, ériger la langue corse en savoir fondamental, continue de mobiliser nos énergies. Et pour mobiliser nos énergies, cet axe 1, aujourd'hui, nous proposons effectivement à l'Assemblée de Corse d'entériner une convention quadriennale. Avant cela, dire quand même quelques mots rapides. Un nouveau cadre académique pour l'enseignement de la langue corse qui a remplacé l'ancienne lettre cadre, ou quadriglio. Un outil d'apprentissage de la lecture à partir de la langue corse, Gira au Mondo. Un dictionnaire en langue corse à paraître en septembre au Pumuntic, deuxième édition de Jean-Luc Santoni, sur lequel nous avons travaillé ensemble. L'obtention de la possibilité pour les collégiens bilingues de passer l'ensemble de leurs épreuves du brevet en langue corse. L'obtention obtenue, là aussi de haute lutte auprès du ministère, d'un bac mention bilingue mentionné en tant que tel dans le projet académique. Et nous verrons si le ministère accepte, par exemple, que sur le diplôme, il y ait la mention bachelier bilingue, ce qui peut paraître une évidence, mais semble heurter au moment où je parle. Avec également le franchissement d'un palier symbolique, avec au concours de professeurs des écoles 2026, une majorité de lauréats issus du concours bilingue et le doublement du nombre de professeurs des écoles formés à l'enseignement de la langue corse. Et nous rentrons dans le vif de notre convention d'aujourd'hui. En quelques mots, rappeler que nous avons l'année dernière, à l'unanimité, voté une convention sur 1 an avec un dispositif d'évaluation. Cette convention, que disait-elle? En gros, pour la première fois, elle déclinait la mise en œuvre dans l'enseignement public du système immersif, non pas à une échelle expérimentale, mais à une échelle significative, ayant vocation à être, nous l'espérons,
systématisée. Je rappelle notamment, concernant l'immersif, 26 classes en 2024, 96 à la rentrée 2025 et 140 à la rentrée 2026 dans l'enseignement public, au bénéfice d'environ 2300 élèves. On nous a souvent dit que la collectivité de Corse avait emboîté le pas du recteur Paolini. Je ne pense pas qu'on puisse, avec toute l'admiration que j'ai et la gratitude que j'ai pour l'engagement du recteur Paolini, considérer qu'il y a eu une antériorité. Il n'y aurait pas eu de sens à former de façon massive des enseignants à l'enseignement immersif s'il n'y avait pas eu la volonté du côté de l'Éducation nationale de les accueillir et de leur permettre d'enseigner. Et donc, c'est bien parce que nous avons discuté ensemble et qu'il y a eu une décision de l'Académie de généraliser l'enseignement immersif que, dans le même temps, nous avons souhaité opérationnaliser cette décision et lui permettre de prendre toutes ces dimensions à travers la convention que nous avons votée l'année dernière. Une convention dont je rappelle qu'elle organise un financement qui est à la charge exclusive de la collectivité de Corse. À la charge exclusive de la collectivité de Corse. Et nous le faisons, et ça a un intérêt y compris pour le deuxième dossier sur Scola Bourse, dans le cadre de notre compétence en matière de soutien à la formation et à la diffusion de la langue corse. Et donc, alors même que nous n'avons pas, au moment où nous parlons de compétences dans le domaine de l'éducation, à part de façon très marginale sur le calendrier, sur la définition, eh bien, nous prenons à notre charge, sur nos ressources et nos recettes propres, le financement de cette formation. Près d'1,4 million d'euros l'année dernière. Et je rappelle que cette convention a été évaluée avec un bilan pédagogique qui est annexé au rapport qui vous saisit aujourd'hui. Enseignants contractuels, 12 ont été recrutés à compter de novembre 2025. En intégrant le grand plan de formation que nous avions déjà mis en œuvre, notamment à l'époque du CPER, et le dispositif spécifique issu de la Convention de l'année dernière, ce sont 259 enseignants du premier degré qui ont bénéficié l'année dernière d'une formation à la langue corse au cours de l'année scolaire 2025-2026, et signe de ce que cette convention répond à une attente et un besoin, ce sont d'ores et déjà 300 demandes qui sont recensées pour l'année à venir. 13 journées de formation, 97 indemnités pour missions particulières attribuées au titre de l'année scolaire 2025-2026, recrutement d'assistants de langue corse qui interviennent dans les écoles immersives. Ils sont choisis en partenariat avec l'Université de Corse. Nous en avons mis 10 à disposition, 11 en fait, car 2 sont à mi-temps, afin de mieux répondre aux besoins des établissements. Et donc, cette convention a été une réussite. Pour donner de la lisibilité, pour nous inscrire dans la durée et pour que nous puissions monter en charge pour répondre, nous l'espérons, à un développement qui tend vers la généralisation de l'immersif, il faut donc passer d'une logique annuelle à une logique pluriannuelle, 4 ans. Donc, sur 4 ans, l'effort financier est maintenu et nous nous engageons à concurrence de 5,7 millions d'euros. Nous nous engageons, vous l'avez vu, sur les mêmes postes que ceux que nous avions financés dans notre convention originelle, avec toujours, premièrement, le même souci d'évaluation et deuxièmement, un principe de fongibilité renforcée entre les différentes lignes de notre programme pour que l'enveloppe globale soit mobilisée de la façon la plus souple et la plus efficace possible. Si l'Assemblée de Corse, comme elle avait voté l'année dernière de façon unanime, décide cette année de voter le rapport du Conseil exécutif qui vous propose une convention quadriennale qui a été co-construite avec l'Académie de Corse, alors nous aurons acté
sur la durée, un cadre juridique et une volonté politique de nous donner les moyens de former des enseignants qui vont nous permettre de mettre en place, si la volonté politique existe, et nous ferons tout pour qu'elle se concrétise, une généralisation de l'immersion dans l'enseignement public, étant précisé que, bien évidemment, parmi les mesures structurelles que nous demandons, il y a la généralisation du concours bilingue et du concours qui permettent à tous les nouveaux enseignants d'être en capacité d'aller vers l'immersif. Nous n'avons pas vocation à former des enseignants qui ne parlent pas corse et ensuite à payer pour qu'ils apprennent le corse. Dès lors que le principe du bilinguisme et de l'immersion aura été acté et mis en œuvre, la logique, c'est d'avoir le plus vite possible des enseignants premier et deuxième degré qui soient capables de mettre en œuvre la généralisation de l'enseignement immersif, étant précisé que cette visibilité que nous construisons pour l'enseignement public, nous voulons la construire également, mais c'est un débat que nous aurons dans le cadre du deuxième dossier, pour l'enseignement associatif, afin que enseignement public et enseignement associatif ne soient ni opposés ni mis en concurrence, mais qu'ils convergent de façon harmonieuse, pensée et réfléchie entre l'ensemble des acteurs vers une généralisation de l'enseignement immersif au bénéfice, et je termine par là, d'un système éducatif que nous voulons le plus performant, le plus ouvert et le plus compétitif possible pour nos enfants et pour notre jeunesse. Ringraziabi. Allora, non tasto gartulare c'è un rapporto di una commissione congiunta educazione e finanze. No, scusate, mi sono sbagliata. Ci vorrebbe a Buda l'urgenza, non sta sul soggetto. Oh, no. Alors effectivement, il faut voter l'urgence sur ce rapport. Qual è chi è contro l'urgenza? Tutto il mondo dice pro, a ringraziabi. C'è un rapporto di Commissione Educazione. Avviso favorevole. E Commissione di Evidenze. Alors, la Commission a émis un avis favorable à l'unanimité sur le rapport ainsi amendé, de même sur le principe d'une résolution solennelle autour des objectifs évoqués. On pense che non è mica questo il rapporto. Bon, faccio nulla. La UIS è positivo. E perché è passato prima la convenzione, prima di gartulare con la corsa, e per cui. Bon, faccio nulla. La UIS è positivo, penso, di tutta maniera. Ecco, dunque, l'urgenza è budato e ora a parola. Allora, aspettate, prima non ci sono mica UIS, non, tutti la UIS sono a quello di scuola corsa. Ecco, allora, qual è chi vuole via la parola? Oui. Muriel Fagni. Grazie, signor Presidente, caro Presidente, cari colleghi. Alors aujourd'hui, avec cette convention, nous parlons bien plus que d'une convention, ce rapport, mais de chiffres. Nous parlons de notre histoire, de notre identité et de l'avenir que nous voulons construire pour nos enfants. Et c'est pour ça que je veux partager avec vous un constat personnel que j'ai déjà certainement partagé avec certains d'entre vous. Je suis vraiment l'exemple vivant de cette génération de Corses qui a grandi dans des familles où le corse se parlait, mais où on ne le transmettait pas toujours de manière académique. Pire encore, la langue corse n'était souvent pas transmise aux filles. Ma mère, mes tantes, mes oncles ont transmis le corse à leurs fils, mais pas à leurs filles. Et croyez-moi, je ne suis pas la seule dans ce cas. Nous sommes nombreux, ces corsophones passifs, qui comprenons tout à l'oral comme à l'écrit, mais qui butons dès qu'il s'agit de parler, comme si un blocage invisible nous retenait. Alors vous allez me dire, mais pourquoi ? Mais parce que pendant trop longtemps, notre langue a été perçue comme un héritage privé, presque intime, et pas comme un bien commun à préserver et à enseigner.
Alors aujourd'hui, je suis évidemment beaucoup plus optimiste parce que je vois de plus en plus de jeunes femmes parler corse à leurs enfants. Je vois des parents qui, même s'ils ne maîtrisent pas parfaitement la langue, font l'effort de les accompagner. Et surtout, je vois une génération d'enfants, d'adolescents qui réclament d'apprendre le corse et qui en sont fiers et qui le parlent sans complexe. C'est pour cela que je veux vraiment saluer le travail engagé par notre collectivité qui a fait de la langue corse l'un des marqueurs majeurs de sa politique, parce que bien évidemment, pour sauver notre langue, c'est aussi sauver notre identité et c'est offrir à nos enfants la possibilité de grandir en étant pleinement eux-mêmes, sans avoir à choisir entre le français et le corse, entre la modernité ou la tradition. Et la convention que nous examinons aujourd'hui, avec un effort, vous l'avez souligné, Monsieur le Président, d'un engagement financier conséquent de plus de 5 millions d'euros sur 4 ans, est une preuve concrète de cette volonté. 250 enseignants formés en 1 an, 40 nouvelles classes immersives à la rentrée et des assistants de langue qui changent vraiment la donne dans les écoles. Ce ne sont pas que des chiffres, ce sont des vies transformées, des vocations nées et une fierté retrouvée. Bien sûr, cela ne sera jamais suffisant, il reste encore beaucoup à faire. Mais cette mandature a pris ses responsabilités. Nous avons fait le choix d'investir, d'innover et de croire en notre langue. Et les résultats sont là. Les enfants parlent, les parents s'impliquent et la société corse, dans son ensemble, se réapproprie son patrimoine linguistique. Et nous l'avons vu pour la mobilisation Pascola Corse, avec l'association que d'ailleurs nous avions rencontrée lors des travaux de la Commission Culture et Éducation, et qu'il faut vraiment saluer pour leur engagement remarquable qui force le respect. Alors oui, il faut voter cette convention, mais surtout continuer à porter ce combat au-delà des murs de cette Assemblée, parce que le corse, évidemment, c'est une langue, mais c'est aussi notre âme, et notre âme collective. Tocano di la fa campa, odiepa generazione avegni a ringraziarvi. A ringraziarvi. Altre domande di parola non ta convenzione? No? Josefa. Allora, c'è stata la presentazione di Stubiano e un ricapito dell'ingaggiamento di un rettore. Allora, senza rimettere in causa l'ingaggiamento vero, la volontà di un rettore Paolini, bon, c'è un alto funzionario di Stato, i mezzi e la direzione è data dallo Stato, è portata dallo Stato, e è stato richiamato alle obbligazioni di altri funzionari di Stato. Dunque di sicuro ha avuto una volontà, di sicuro avrà avuto un ingaggiamento sincero, non lo rimetto mica in causa, ma noi non ci possiamo mica ribonare nella volontà di un funzionario che la vusi il più immediato possibile, di sicuro. E che dunque la questione è, come bongo, di quando sento un mauvais signal. Moi, quand j'entends c'est un mauvais signal, le rappel du recteur Paolini, on a des mauvais signaux lorsque les politiques vont dans le bon sens. Là, on a eu des déclarations d'engagement d'un fonctionnaire, d'un haut fonctionnaire, mais sur la réalité ensuite, des engagements suivis, des moyens mis à disposition, des moyens engagés. Où a été le bon signal du côté de l'État? Quand on écoute, vous avez rappelé le contexte dans lequel nous étions, notamment le contexte d'il y a un peu plus d'1 mois à l'Assemblée nationale française lors des débats sur l'autonomie de la Corse. Où ont été les bons signaux? Il y a la résurgence d'un jacobinisme, le renforcement d'un certain jacobinisme qui persiste et qui perdure. Donc les mauvais signaux, moi je ne comprends pas de mauvais signal. Moi je comprends qu'il y a continuité dans ce qui est la véritable politique, dans les engagements, dans la lecture, non pas dans le déclaratif de l'État. Et qu'il y a un monolithisme linguistique. Alors, je ne vais pas revenir, on connaît tous le refrain. Et que ça continue.
Et donc la véritable question, c'est nous, aujourd'hui, et je vais passer donc à ce qui nous occupe aujourd'hui, di ubbiano burianuale in un pubblico, e dopo Madame la Presidente farà a mia presentazione per i due cartolari. Dunque, e a questione di l'indiatura per l'ingaggiamento per scuola corsa. Avete detto che l'UGERA un investimento forte di collettività per la formazione degli insegnanti e che se l'era dopo seguitata da una volontà politica ci sarebbe un ingaggiamento di approccio al bislinguismo e di immersione. Non è mica così. Che è un elemento di rapporto di forza sereno e politico. La collettività mette i mezzi forti, si ingaggia, deve avere un'esigenza vera di risultati e deve avere una negoziazione, dell'inversione della maniera di negoziare. La collettività mette i mezzi, deve domandare i risultati. Non è mica se c'è una volontà politica, c'è il soldo pubblico, il soldo di agorsi che è messo qui e chi deve vedere i risultati. C'è qui semplicemente la questione. Non è mica volontà politica. Mettiamo i soldi di agorsi e di agorsi in qui, facciamo scelte in comune perché chi accompagnerà il suo rapporto e ci vuole domandare i risultati. Quindi è una maniera di negoziare di un'altra maniera. No, mica una volontà, l'ingaggiamento, aspettare, no, lo Stato non è mica volontà. Orienti, facciamola finita perché. E dopo vengo a scuola corsa e a due compiere così. La questione di strategia che noi vogliamo mettere in piazza. Oggi non sta scuola corsa. Non sta chi siamo. Siamo in una volontà di accompagnare una strategia. Bon, di già c'è l'immersione, scusatemi, c'è l'immersione in un pubblico, che di noi ci vuole che la vusi fatta a dimostrazione. Mettiamo i mezzi per l'immersione in un pubblico, domandiamo i risultati, esigiamo i risultati. Domandiamo che la si mettesse in piazza l'immersione, perché sappiamo che l'immersivo ha di più risultati che la pratica bilingue. Dopo, in una questione di scuola corsa, mettiamo una strategia, vogliamo che la sia riconosciuta dallo Stato, o vogliamo impone che dopo lo Stato venisse perché che la biadia. Perché chi certi in altri paesi hanno fatto le stesse e convenzioni sono venute dopo l'ingaggiamento in un privato, dell'associativo. Sono venute perché la realtà si è imposta. Si è imposta la realtà, che secondo la maniera di un rapporto di forza tranquillo. Il sistema a scuola corsa è uno sarneso per fare dimostrazione di un sistema che biadia. Dunque, anche se lo vuole andare di maniera più forte in termini di finanziamento, se lo deve mettere un sistema di no, andando a cercare fondi, anche privati, facciamo la scommessa e facciamo la dimostrazione. E lo Stato benerà perché la realtà si imponerà. Credi un arneso di dimostrazione che non possiamo pigliare in una lingua, ma non entriamo mica, abbiamo da negoziare, abbiamo da cercare, da conciare, abbiamo da vedere e abbiamo da va e on va montrer patte blanche. No, facciamo la dimostrazione. Beneranno perché la realtà si sarà imposta e avremo fatto una dimostrazione. Oggi no, vi dico, non viaggerà mica. Nadine Nivagioni et pour Jean-Martin Mandoloni. Alors, en deux temps, puisqu'on va tous dire un mot sur la révocation du recteur, je crois, d'après ce que j'entends depuis tout à l'heure. Moi, j'ai eu le grand plaisir de travailler à plusieurs reprises avec lui, et si j'avais à le caractériser, je retiens un homme de proximité. Et le résultat, celui de la convention pluriannuelle aujourd'hui, est bien la rencontre d'hommes et de femmes. C'est le résultat de la rencontre d'hommes et de femmes. D'abord la rencontre avec le conseiller exécutif en charge de la langue corse, qui a fait valoir
un certain nombre d'exigences, hein, et puis tout le corps enseignant et au-delà. Donc, un homme ouvert qui a bien compris comment on pouvait changer les choses, mais à la fois, on n'est pas étonné de la décision de l'État. Moi, la question que je me pose, ce qui me préoccupe, c'est que si on remonte dans l'histoire, on connaît tous l'histoire de la Corse, si on remonte à la monarchie après 1769, si on passe par la Restauration, si on arrive à la Troisième République, si on arrive aujourd'hui, à l'heure actuelle, il y a une défiance permanente à l'égard des hauts fonctionnaires de l'État. Cette défiance, elle existait à l'époque, lorsqu'ils étaient à des postes de commandement et à des postes d'administration, et elle y est encore aujourd'hui. Et on a pu le mesurer, malheureusement, à travers la décision de révocation qui a été décidée. Parce qu'il y a toujours ce risque, mais de solidarité qui peut être familial, qui peut être clanique, etc., etc. Il y a des rapprochements qui sont insupportables pour l'État central. Moi, je le perçois comme ça. Et comme en plus, c'était autour d'une problématique qui est celle de la langue corse, ça n'a rien arrangé. Donc voilà, c'est l'État qui n'arrive pas à se réformer. Il a beau essayer de dire je vais avoir une vision plus décentralisée des choses, etc. Il n'arrive pas à se réformer. Ça a toujours été dans l'histoire et ça continue malheureusement. En tous les cas, cette convention aujourd'hui, pour en revenir au cœur du dossier d'aujourd'hui, pour moi, elle traduit une chose, c'est que nous sommes aujourd'hui en mesure de porter la compétence de l'enseignement de l'enseignement en Corse, en général, hein, l'enseignement général ici dans notre pays. On est capable de le faire. On l'a montré à travers cette convention pluriannuelle, donc par ce travail de collaboration de tout le corps enseignant, des politiques et de l'académie. On a montré qu'on était capable de réformer, nous on est capable de le faire, une école qui est aujourd'hui en panne. L'école de la République ne fonctionne pas bien. Et on a montré à travers cette convention qu'à travers des pédagogies immersives, qu'à travers des pédagogies, par exemple des mathématiques appliquées, etc., d'inspiration qui arrivent très souvent d'ailleurs, eh bien, on est capable d'élever le niveau de connaissance des enfants. Donc, c'est un travail de fond qui est porté là à travers cette convention. Ce n'est pas des modifications à la marge. C'est vraiment une école de la Corse qu'on veut différente et qu'on veut exigeante et d'excellence. Donc, moi, c'est ça que je retiens, une convention qui nous permet de rentrer dans des modalités d'enseignement qui sont nouvelles, même dans la République. Je vous remercie. Alors, altre domande di ici, c'era Jean-Martin et dopo Pierre John. Très rapidement, autour du consensus qui se dessine. Moi, nous, ce qu'on ne comprend pas, parce qu'on est tous d'accord sur le fait qu'il faut se mettre dans les pas de Scuola 2030, que tout a bien fonctionné avec le recteur, qu'il faut développer l'enseignement immersif. La seule chose qu'on ne comprend pas, c'est le refus d'obstacle que vous faites face à l'évaluation. On ne comprend pas, ça fait 10 ans qu'on vous le dit, on ne comprend pas. On met des sommes conséquentes, c'est un choix politique qui est assumé et qui est partagé, qui fait l'objet d'un consensus constant. Pourquoi on est incapable, justement, de prendre le contre-pied de ce que fait l'État? On est mauvais. La France est mauvaise dans les études PISA. Les études PISA, c'est ce qui évalue les systèmes éducatifs dans l'enseignement des langues. En gros, vous prenez un gosse qui rentre en 6e en LV1, quand il arrive en terminale, il a fait 7 ans d'anglais, il ne sait pas parler anglais. On n'est pas bon. Pourquoi est-ce qu'on ne prend pas le contre-pied et précisément de ce qu'il ne faut pas faire en évaluant? Et lorsque je regarde les phrases sibyllines et très dilatoires de la Convention, évolution des résultats des élèves lors des évaluations académiques. Oui, mais
Après, je lis, toujours la même chose. Le bilan pédagogique, hein, les actions engagées ont permis d'agir simultanément sur les principaux leviers de développement de l'enseignement bilingue et immersif. Elle fera en fin d'exercice l'objet d'une évaluation partagée aux fins d'apprécier les modalités de sa reconduction. Alors, moi, je vous dis, puisque on encense à bon droit le recteur Paolini, il se trouve que j'ai participé à l'évaluation, à la rédaction, du projet académique, qui m'avait fixé comme objectif de travailler sur un axe, peu importe, orientation, etc. Moi, j'ai dit, je ne viens qu'à une condition, si on met 2 colonnes en marge de l'axe dont il m'avait confié la responsabilité. Vous mettez des euros, c'est-à-dire combien ça va coûter chaque année, et on met des critères d'évaluation de l'axe. C'est pas compliqué. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas en capacité? Pourquoi est-ce que vous faites un refus d'obstacle sur un sujet qu'on a tous en partage et qu'on a intérêt nous-mêmes à quantifier? Et sachant que ce qui me paraît consubstantiel de cette ambition partagée, c'est de savoir si on gagne un locuteur ou pas. Et tout ça, en plus, il suffit, je le répète encore une fois, de s'inspirer de ce que fait le certificat européen de langue, où on est capable de dire, du niveau A2 au niveau D, où on est le locuteur que l'on forme. Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? Je n'arrive pas, comme d'autres, on n'arrive pas à comprendre pourquoi on se range dans le système franco-français d'évaluation qui n'est pas bon, alors qu'on a toute l'attitude. Ce n'est pas des petites sommes. On met 6 millions d'euros, on met 1,5 million chaque année. Oui, en mettant 1,5 million chaque année, on ne va pas se dire en 2030, on avait 30 000 locuteurs. En 2026, et on en a 28. Ou peut-être, et c'est souhaitable, on aura 32 ou 31. Et puis ça nous permet de corriger les objectifs. Bon, ceci étant, à part vous dire que nous sommes évidemment dans vos pas et qu'on partage cette ambition, on ne peut rien vous dire d'autre. Sinon qu'il serait temps de dépasser un peu cet obstacle, j'allais presque dire psychanalytique, qu'on a du mal à s'expliquer. Pierre Jonga. Presidente, vi ringrazio. 2 parole per dire che questa convenzione di sicuro usiamo anche a ciò che l'useria l'insegnamento in Corsica con l'ufficialità, ma di un passo maggiore che fa della lingua corsa un puntelli di insegnamento e di prima volta. Dunque, l'Ernese scelto di importantissimo e di più bello di un'immersione. Dunque, prima si strada, faremo il lancio da qui a 3 anni e vedremo se è stato una bella convenzione o no. Altre domande di parola. Romain. Merci Madame la Présidente. Rapidement, moi je crois que ce que l'on s'apprête à voter, c'est pas rien, c'est pas juste une convention où on donnerait quelques milliers ou quelques centaines de milliers ou quelques millions d'euros dans le cadre d'une politique publique. Le rapport commence, me semble-t-il, au second paragraphe par le vote de 1983 que l'Assemblée de Corse naissante, si je puis dire, prenait en faveur du bilinguisme. Et pourquoi le rapport fait bien de commencer par là? Parce que ça nous replace aussi, avant de nous apprêter à voter une politique publique, dans l'histoire ou l'historicité de la politique publique. Ça fait maintenant plus de 40 ans que la représentation légitime du peuple corse prend des décisions en faveur de la langue corse et en faveur de l'éducation. Pourquoi je dis ça? Parce que ce n'est en aucun cas un point d'aboutissement aujourd'hui, on est tous d'accord là-dessus, mais c'est quand même pas rien, une convention pluriannuelle à plus de 5 millions d'euros qui engage notre institution et qui engage l'État sur l'une des compétences les plus réservées de l'État, alors que la France a abandonné sa souveraineté monétaire à l'Europe, alors que la France a abandonné sa souveraineté agricole à l'Europe et bien d'autres choses encore. Il y a quelque chose qui n'a pas bougé, c'est l'éducation. Selon un principe de subsidiarité assez connu, et après moult contestations, protestations, votes, engagement des élus de la société, on a réussi à avoir une parcelle, je dis bien une parcelle, de la compétence éducative, notamment celle dédiée à la langue corse. Et cette compétence-là, dans le cadre partenarial avec l'État, ne s'est jamais exprimée telle qu'elle s'exprime aujourd'hui à travers cette convention. Moi, je ne crois pas, je le dis très franchement,
cher Jean-Martin, qu'il y a une volonté de la part de l'exécutif, de l'Académie ou à travers la Convention de ne pas évaluer. S'il y a des zones plus ou moins sombres en termes d'évaluation, eh bien, mettons un peu de lumière dessus, essayons dans les mois et dans les années à venir d'objectiver même la notion d'immersion, parce qu'elle n'est pas aujourd'hui totalement cernée par la communauté éducative. Essayons de mettre des critères peut-être qui soient davantage lisibles en termes d'évaluation. Envisageons chaque année une évaluation de la Convention et au terme de la pluriannualité, envisageons le bilan. Mais il y a déjà dans la Convention, me semble-t-il, tout un certain nombre de chiffres qui nous permettent d'apprécier les formations, d'apprécier les productions et d'apprécier la consommation de l'argent qui a été mis jusqu'à présent. Moi, je voudrais terminer sur 2 points qui sont politiques, bien évidemment, mais qui dépassent le seul cadre de la Convention. Et ça a été dit, en tout cas pour partie, avant moi. Cette convention, elle nous dit aussi autre chose. C'est l'exercice de la compétence éducative. Et on voit que cette collectivité, on le voit dans le domaine du social, dans le domaine du sanitaire, dans bien d'autres domaines, dans le domaine du numérique, là où on a la compétence, la collectivité de Corse exerce bien ses compétences. Et là, on a, à l'égard de la langue corse, depuis notamment la loi de 2002, la possibilité d'intervenir. On le fait à hauteur de plus de 5 millions d'euros, mais ce n'est pas seulement de l'argent là qui est donné, c'est une véritable programmation en termes de formation, de production et de conceptualisation d'outils et de méthodes pédagogiques, notamment autour de l'immersion. Moi, je le dis très clairement au nom de Fabo Boulou Insem, on est très à l'aise avec ça et on l'a dit dans notre délibération du 5 juillet 2023. On veut la compétence éducative, mais non pas pour dire on va tout réformer, faire mieux que les autres, parce qu'il nous semble que, eu égard à l'histoire de notre pays, eu égard aux enjeux, eu égard à tout un certain nombre de choses qui ont été évoquées, la collectivité de Corse doit pouvoir intervenir de manière importante sur le système éducatif, plus qu'elle ne le fait jusqu'à présent, et notamment à travers l'immersion, le bilinguisme et la langue corse. Pas que, mais notamment. Et ça va aussi jusqu'à la question des calendriers scolaires et de tout un certain nombre de formations au service de notre pays et des jeunes. Donc ça pose la question de la compétence éducative, et qui se pose avec d'autant plus d'acuité qu'on est en train de discuter d'un transfert de compétences pour la Corse et d'une évolution statutaire. Et je termine aussi peut-être à l'adresse de la nouvelle rectrice qui connaît ses premières heures en Corse en tant que rectrice, de dire que ce projet-là, nous serons extrêmement attentifs, au-delà de la signature, au respect de la Convention. Parce que nous avons rendu hommage avant à l'action du recteur Paoligne, et nous y sommes associés parfaitement. Mais ce que nous disons à ce micro, c'est que notre hommage doit bien évidemment dépasser l'homme. Et nous, ce que nous voulons, c'est la continuité de l'action de l'État et du partenariat, notamment de l'État, dans l'exercice de sa compétence, parce qu'on ne peut pas d'un côté nous refuser un transfert de compétences ou une compétence, et quand nous mettons un certain nombre de financements aussi importants que ceux que nous apprêtons à voter, à savoir plus de 5 millions d'euros, être totalement absent du contrôle et être à la merci de ce que ferait ou ne ferait pas l'État. Donc il y a un changement de recteur aujourd'hui, mais nous le disons très sereinement, très tranquillement, nous serons extrêmement attentifs à la continuité de l'action du recteur précédent et de la convention qui est votée aujourd'hui, parce que nous nous engageons, mais pour s'engager dans une convention, il faut être 2. Merci. Ce n'est pas faux. D'autres, au moins 2, au moins 2, au moins 2. D'autres interventions? Oui, Paul Félix. C'est une convention qui a au moins le mérite de stabiliser certains acquis. Je pense que le plus grand mérite, il revient aux Corses eux-mêmes, qui n'ont eu de cesse de chercher à stabiliser notre langue au travers d'un enseignement systématisé et en prenant acte que le corse de la rue disparaissant, il ne pouvait plus y avoir qu'un corse pédagogique et scolaire qui pouvait se substituer au corse de la maison.
Bien entendu, le recteur Paolini a favorisé la continuité de ces cycles conventionnés, alors que la nature du pouvoir politique au plus haut niveau des instances représentatives françaises pour ce qui concerne l'éducation nationale était des forces rétrogrades et archaïques. Il n'a qu'à regarder les tribunes intempestives qui ont été rédigées ou co-rédigées par leurs plus hauts représentants pour avoir la mesure de la tâche difficile qu'a eu à soutenir le recteur Paolini. Et il faut non pas le remercier, mais saluer son courage et sa dignité de Corse dans le cadre des hautes fonctions étatiques qu'il représentait et qui, je l'espère, continuera à représenter et où peut-être il pourra continuer à nous rendre les services dus à son rang et dus à son instinct naturel de Corse. Maintenant, cette convention, si on regarde son amplitude, sa rédaction, son contenu, elle est en deçà de ce à quoi on aurait pu s'attendre. Surtout si on la compare à d'autres conventions similaires, entre autres celle qui a été signée en mars 2022 par le Premier ministre Jean Castex, l'ensemble de la représentation politique de Bretagne, tous les présidents des universités bretonnes, et même, au-delà du contenu, l'enveloppe financière sur un programme quinquennal pour sauver, stabiliser, rendre fluide dans les transmissions au quotidien. Il parle des langues bretonnes parce qu'ils y associent aussi le gallo. Il y a une enveloppe annuelle de plus de 12 millions d'euros pour un nombre de locuteurs admis qui est probablement en deçà de ce que nous avons aujourd'hui en Corse, mais qui, bien entendu, du fait de leur population, peut être amené à progresser et à se développer de manière exponentielle, surtout en tenant compte des moyens mis à disposition et de toutes les dérogations dont ils bénéficient et pour lesquelles il n'y a pas eu d'obstacle constitutionnel ou administratif de bas niveau, comme des rejets de délibération pour non-conformité qui ont frappé des mesures prises par la collectivité de Corse. Donc, une convention, des attendus, des absences. On aurait pu penser qu'il y aurait eu un geste de paix normatif, que l'ensemble des accords, entre autres ceux qui concernent Scolagours, auraient été implicitement validés, même si explicitement on pouvait se protéger derrière des règles. Mais je pense qu'il nous appartient de peser, d'être solidaires, et je suis fier de voir que dans cette Assemblée, il n'y a pour le moment aucune voix discordante. Je pense qu'il n'y en aura pas, parce qu'il n'y a pas la place pour qu'il y en ait. Et ensuite, peut-être qu'il faut qu'on s'impose une méthode de contournement de la règle. Je crois que lorsqu'on discute d'un enseignement vital pour la sauvegarde d'une langue qui se meurt, si la discussion du quantum manquant, c'est entre 300 000 et 1 million d'euros annuels, peut-être qu'il faudra faire appel au mécénat des Corses, à la participation des entreprises qui ont tout loisir pour faire des dons dans des proportions comptables admissibles et réglementées, et que l'on essaye de se débrouiller de par nous-mêmes. Si l'État ne veut pas, il faut qu'on passe outre,
qu'on reste, je dirais, dans la légalité d'un droit d'un peuple à exister et à survivre, et de ne pas attendre de ceux qui sont en général nos adversaires, en tout cas les adversaires de la diversité, de la pluralité, de la richesse culturelle, qu'on arrête les discussions inutiles et qu'on fasse le contournement le plus naturel, que l'on soit nous-mêmes. Altre domande di parola? Jean-Christophe. Due parole veramente, j'interviens en remplacement, dirais-je, de Saver Lugiani, qui est touché par un deuil familial et qui a dû nous quitter. Donc on a bien sûr, pour lui et pour les siens, une pensée émue sur le sujet qui nous occupe. Donc, c'était dit à travers l'ensemble des groupes, ou presque, en tous les cas de ceux qui se sont exprimés, il y a un consensus, et loin de nous l'idée de voir l'atténuer ou en diminuer la portée. Quelques éléments sur la Convention telle que présentée par le Conseil exécutif. Bon, il y a donc des éléments, ça a été dit, relevés, qui nous conviennent tout à fait. La sécurisation pluriannuelle, y compris au plan juridique, administratif, budgétaire, et qui nous fait sortir d'une logique un peu précaire de reconduction annuelle. Le dispositif d'assistant en langue, qui, de l'avis général, est jugé prometteur, la diversification des ressources pédagogiques et la cohérence du calendrier avec Scola 2030. Bon. Il y a des points d'alerte, Président, mais je crois comprendre que vous les partagez. Le premier, donc, c'est sur l'évaluation. Ça a été dit par Jean-Martin. Romain y a répondu. On n'est pas totalement convaincu, mais c'est un débat qui reste ouvert. Et notamment sur la question d'indicateurs de résultats par élève. Bon, on le dit dans l'intérêt du dispositif et non pas pour le juger ou le commenter a priori. Il y a, selon nous, dans l'axe 1, qui est traité un peu isolément, un problème d'articulation avec les 5 autres. Bon, mais ça, on en reparlera et on verra ensemble comment le résoudre. Et entre autres sujets, très vite, il y a 2 petits volets qui nous inquiètent un petit peu plus. Ça a été dit, je crois, notamment par Josepha, sur le recrutement. Bon, donc, comme vous l'avez un peu développé les uns ou les autres, soit directement, soit en creux, on a 12 contractuels sur 20 postes pourvus. Scola 2030 visant un doublement du vivier, c'est-à-dire 200 enseignants par an. Bon, donc, il faut qu'on s'y prépare. Là, pour le coup, on est moins, je vous le concède, dans la déclaration glamour d'amour à notre langue, qu'on partage tous, mais plutôt dans la claire volonté d'opérationnaliser le document et de faire en sorte que ce qui nous est commun et qui se traduit par des déclarations d'adhésion politique, et je partage y compris une grande partie de ce qu'a exprimé Paul Fay, ne se heurte pas à des sujets mal digérés ou mal résolus, dirons-nous, ou peu résolus, de moyens et d'agenda. Bon. Autre sujet, donc sur les contractuels qui ont été recrutés dans le cadre du Grand Plan et qui malheureusement ne seront pas concernés par les augmentations de leur échelle de rémunération. Bon, on aura l'occasion d'y revenir, mais je voulais verser donc au débat général l'ensemble de ces éléments en ajoutant 2. 1, donc ça a été dit, j'y reviens plus, ce dispositif d'évaluation des acquis linguistiques de nos élèves. Et 2, à tout le moins, un mécanisme de reporting annuel, notamment sur l'usage de la fongibilité de 20% que vous proposez, mais dont nous souhaiterions qu'elle soit davantage précisée dans, dirons-nous, les actes qui vont rythmer le déroulement de cette convention. Pour le reste, et en conclusion, regretter
que notre collectivité assume, même si nous louons l'acte politique, l'essentiel des engagements budgétaires découlant de cette convention, mais on aura l'occasion d'en reparler. Donc vous l'aurez compris, un vote favorable, une adhésion de principe à ce qui peut être entrepris, mais un certain nombre, non pas de réserves, mais de précisions ou de demandes, je dirais, d'éclaircissement sur l'opérationnel et singulièrement sur cette question des recrutements, sur laquelle, nous le savons, nous pourrions aller vers des difficultés supplémentaires si on ne les posait pas maintenant et en ces termes-là, à la faveur du débat. Vi ringrazio. Ringraziabi, altre domande di parola? No, due parole prima ripassare il microfono all'esecutivo. Questa convenzione di sicuro corrisponde a un'ambizione maggiore di quella di rinforzare la trasmissione, e è stata detta da tutti, e questo compartiamo, la trasmissione della nostra lingua e la sobriezza della società, e tout simplement, surtout, nous participons par cette politique publique à renforcer un droit qui est inaliénable en Europe, aux Nations Unies, qui est celui de pouvoir parler sa langue maternelle. Je voudrais juste, bien évidemment, j'ai entendu les propositions ou les critiques d'un certain nombre, ce n'est même pas des critiques très très fortes, ça me paraît de bonne guerre des uns et des autres, mais bien évidemment l'effort financier qui est consenti est très important. Et je rappellerai, puisque Paul-Félix Benedetti a voulu comparer avec la Bretagne, bon, en Bretagne ça fait 3,4 € par habitant. L'investissement pour les langues bretonnes, chez nous, ça fait 16 € par habitant. Voilà. Donc, puisque vous voulez des chiffres et des indicateurs, parce qu'à un moment donné, c'est comme ça aussi que l'on mesure les choses. Mais au-delà de ça, bien évidemment, puisque ce n'est pas le sujet, la portée fondamentale de cette convention, c'est de pouvoir contribuer, dans l'attente d'avoir d'autres compétences à venir en la matière, de contribuer à la diffusion, à l'usage, à l'apprentissage di nostra lingua, e pour cela je voulais remercier bien évidemment l'exécutif veramente di maniera sincera. Ecco, allora, non tasto raporto, biogo a parola. Allora, ringraziamo a Lestra, posto che il nostro futuro ritirato e a sua famiglia e amici sono giunti a trovarci, a ritrovarci a Lestra. Prima, due rimarche generali, c'è radio. È importantissimo che ci sia mica solo consenso, un'unanimità non sta fondo, perché è l'essenziale di radio e rinforza assai la nostra andatura, molto più che, e di un secondo punto, si sa che storicamente e di modo generale in tutti i paesi, e particolarmente in Francia, per ragioni che tengono alla storia di un paese, di un Stato, di una nazione, è questione o a questione linguistica è sempre una questione politica. Bulè o un bulela è sempre così, e per noi parecchi qui e parecchie che sono militanti e militanti di a lingua, che sono stati forse militanti della lingua e della cultura prima di essere militanti politici, abbiamo passato quasi per un parlare che della nostra generazione, senza parlare dei più anziani, quasi di già 45 anni, per opporci a un Stato che in maniera generale non ha mai voluto avanzare nella questione della piazza della lingua, perché tocca di maniera fondamentale a una visione politica globale. Ed è per questo, di un terzo punto, che non si può mica minorare l'importanza di questa convenzione, perché è la prima volta era per la convenzione d'anno, ma stavolta è pluriannuale, è la prima volta che noi mettiamo un piede nell'insegnamento pubblico di modo ufficiale e contrattualizzato in quello Stato in una logica di generalizzazione e di immersione. E su basso gusti non può mica essere relativizzato o minorato.
importantissimo di una unità politica forte e la rammentata Presidente dell'Assemblea di Corsica non c'è mica altre regioni, territori o istituzioni in Francia o in Europa che sostengono la lingua detta regionale come noi sosteniamo la lingua corsa e siamo fieri di Valla. E l'ultimo punto per rispondere a Jean-Martin in questa valutazione, sapete, posto che ci avete partecipato, è prevista la valutazione del progetto d'accademia, è ripigliata in questa convenzione quadro, forse in termini che vi parano un po' troppo deboli e che ciò la migliorerà e ci sarà due occasioni di Valla. Prima che una convenzione quadro, c'è da essere una convenzione d'applicazione per l'ANABEN, dunque penso che possiamo rinforzare. Secondamente, abbiamo va in un tempo di applicazione di convenzioni. Terzo punto, è di un po' un passo vers du travail à faire in quoi rectrice. Je vais parler en français si elle nous écoute. La nouvelle rectrice, en fonction, on sait qu'elle a beaucoup travaillé sur le système PISA, sur les évaluations, sur les comparaisons